Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. C'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. Alors au début du podcast, je fais un peu de pub pour mes propres produits et faut pas m'en vouloir parce que ça me permet de ne pas vous faire des pubs pour des jeux vidéo douteux, des coques de téléphone à la con ou des placements financiers que je n'aurais même pas testé comme certains peuvent faire. Non, non, moi c'est pour mes propres produits. Et donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets comme je le fais. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge, mais en vrai on fait vachement plus, pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez une vie de liberté et vous allez voir, c'est là où je suis le plus présent. Si vous avez envie de m'écrire, de m'envoyer un petit message privé, c'est là-bas que ça se passe. Vous verrez même sur les stories à la une un avant-goût de la division foncière avec des stories de travaux. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, j'ai aussi une formation qui va avec ce livre qui s'appelle Division foncière expert, qui vous permet d'aller beaucoup plus loin et de vous former vraiment à ce métier d'aménageur foncier. Vous avez bien sûr plus d'infos dans la description du podcast, dans le lien dans la bio de mon Insta, et cette formation, elle est même dispo au CPF maintenant. Que demande le peuple? Et si vous avez envie d'aller encore plus loin avec moi, j'ai d'autres formations pour apprendre à gérer ses finances perso, pour apprendre à investir sereinement en bourse, ou même pour faire de la crypto en collaboration avec mon pote Max. Et on a une formation qui regroupe tout ça avec mon pote Yann, mon associé Ben, qui regroupe tous les aspects de l'investissement qui s'appelle Global Invest, qui est elle-même aussi disponible au CPF. Donc voilà, j'ai fini avec la petite pub, j'espère que vous avez survécu. Et donc on se retrouve tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, Une vie de liberté, comme mon Insta, et dans lequel on apprend à être plus libre dans ses poches. Parce que dans le monde dans lequel on vit, oui, il faut un peu d'argent si on a envie d'en profiter, mais on apprend surtout comment être libre dans sa tête, parce que croyez-moi, comme Corneille, je viens de loin sur... Je suis en forme aujourd'hui. Je viens de loin sur ce domaine-là. Et donc, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, voilà, comme j'étais pas libre dans ma tête, j'ai lu plein de livres, j'ai fait plein de choses. Et aujourd'hui, je suis pas encore au niveau des moines Shaolin, mais je suis très heureux. Donc, j'essaye de vous transmettre ça. On va commencer ce podcast comme à l'accoutumée, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Pierre-Alexandre, Romain, Alexandre, Jérôme, Nicolas, Mathieu, Vincent, Clément, Nicolas, Cyril, Xavier, Nimbus, Alexis, Nicolas, Xavier, Guillaume, Olivier, Clément, Yann, Victor et Jean-Baptiste. Un grand merci à vous. Je le redis jamais assez, mais c'est vraiment vous qui faites vivre ce podcast en me laissant des messages. Ça permet d'animer la première rubrique, ça permet d'animer ma réflexion et de l'alimenter. Donc un grand merci à vous tous. On est 1660 sur YouTube, ça stagne un peu sur la chaîne YouTube. Si jamais vous écoutez le podcast sur une autre plateforme, n'hésitez pas à aller vous abonner. J'aimerais bien qu'on passe les 2000 abonnés, c'est ce qui me permet aussi d'avoir d'autres invités et d'avoir un peu plus de crédibilité dans le YouTube game. Donc n'hésitez pas à le faire. On est 546 sur SoundCloud, on est à 294 notes sur Apple Podcast, bientôt les 300. Donc si vous avez un appareil Apple, n'hésitez pas à mettre une petite note 5 étoiles, ça fait plaisir. Et ça me permettrait de passer les 300 notes. Et c'est encore une guerre de visibilité, vous le savez, il y a beaucoup de contenu sur Internet. Donc si vous avez envie de faire partager, de faire découvrir mon podcast, ça y contribue. Et de nouveaux commentaires, donc merci à Tester6 et à Auroreanto, voilà, ça s'invente pas, pour vos commentaires 5 étoiles, merci beaucoup à vous, et merci pour vos messages. Et nous sommes 6098 sur Instagram, là aussi, ça me permet de toucher plus de monde, même si on l'a vu dans les précédents podcasts, les règles d'Instagram et la façon dont tout ça fonctionne pour être visible, parfois il faut savoir jouer un peu le jeu des apparences, mais pas jusqu'à un certain point. Et j'ai vu encore d'autres gens qui se mettent à faire des réels où je trouve ça ridicule, enfin des reels, ou je sais pas, réels ou en français, ou reels en anglais.
Et ouais, c'est vraiment, vraiment ridicule, quoi. Tu veux apprendre comment investir dans l'immobilier? Va voir ton banquier. Non, mais c'est pas possible. Jamais je ferai un truc pareil. Et si un jour je fais ça, franchement, il faut me le dire, quoi. Il faut me le dire. Et il faut me remettre dans le droit chemin. Donc voilà, mais encore une fois, un grand merci à tous ceux qui me suivent, qui prennent le temps de liker les épisodes. Merci, merci beaucoup à vous qui prenez le temps de vous abonner. Ça m'aide beaucoup. Et voilà, grand merci. On va commencer ce podcast avec les petites news. Donc les news, je reviens cette semaine, je suis revenu du Mastermind MMA, immobilier et business au Maroc. C'était incroyable. J'ai eu l'occasion d'en parler dans mon second podcast, Les Gentlemen Investisseurs, que j'anime avec Yann et qui sort tous les vendredis à 10h. Que c'était une semaine incroyable. Un grand, grand merci encore à Bourama qui nous a coachés, à Coaching Village qui nous ont reçus, et à tous les participants qui étaient là. C'était fou. Donc au moment où j'enregistre ce podcast, on est vendredi, vous l'écoutez lundi, donc la vidéo est sortie à la fois sur la chaîne des Gentlemen Investisseurs et à la fois mon vlog hebdomadaire que j'ai fait au Maroc avec Léna est sorti. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, à voir l'ambiance qu'il y avait. C'est fou quoi. Comme à chaque fois, on en ressort boosté, on en ressort galvanisé. Et pour le coup, c'est moi qui organisais le mastermind, mais j'en suis revenu encore plus boosté, moi aussi. J'ai de plus en plus de projets. Et même j'ai envie de dire qu'en ce moment, soit je suis en feu, soit on marche sur l'eau, mais j'ai l'impression que tout s'aligne et tous nos projets avancent encore une fois, surtout dans le monde réel, hein, notre société d'aménagement foncier, de lotissement, de marchand de biens, qui s'appelle AB Investissement. On avance sur beaucoup de projets, il y a des choses dont je ne peux pas parler parce qu'elles ne sont pas encore signées, mais croyez-moi, dès que ça sera signé, verrouillé, ficelé, je vous ferai des vidéos, je vous montrerai tout ça parce que ça va être trop cool et ça va être aussi, je pense, ultra inspirant. Donc voilà, moi aussi j'en reviens boosté et n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces événements. Même si je sais que les places partent très vite, ce qui m'amène à notre deuxième news de la semaine, c'est qu'avec Yann, on lance les podcasts privés. Donc les podcasts privés, ça sera sur les Gentlemen Investisseurs. On a mis en place un lien sur Patreon. Donc Patreon, c'est une plateforme qui permet d'aider en fait les podcasteurs et d'héberger les podcasts privés. Et donc là, pour une modique contribution de 7 euros par mois, vous aurez accès à 2 podcasts privés de Yann et moi, 2 podcasts des Gentlemen Investisseurs, où on aura un ton beaucoup plus libre que sur YouTube, puisque là les podcasts seront privés, donc on pourra donner beaucoup plus de chiffres, on pourra donner beaucoup plus de lieux, on pourra donner beaucoup plus de dates, on pourra donner des noms aussi, puisqu'on sera entre nous. Donc voilà, il y aura 2 épisodes par mois. Vous avez le lien, si vous avez envie de vous abonner, de nous rejoindre, je vous mets le lien dans la description du podcast et aussi dans la bio de mon Insta. Et donc pour vous récompenser, vous aurez aussi, quand vous serez abonné, 5% de réduction sur la boutique de vêtements des Gentlemen Investisseurs et vous aurez 10% sur toutes les formations, que ce soit la formation Diane Starter Cash, toutes mes formations, même la division foncière, et vous aurez même 10% sur Global Invest, la plus grosse formation. Donc voilà, pour 7 euros par mois, c'est sans engagement, vous pouvez même vous abonner un mois, prendre la formation, vous désabonner. Bon, le faites pas, hein. Le faites pas. Mais vous pouvez le faire si vous avez envie. Donc voilà, vous pouvez avoir pour 7 euros 300 euros de réduction sur Global Invest. Donc ça vaut quand même le coup. Et puis voilà, puis aussi ça nous encourage à continuer, même si on n'a pas besoin de ça, je vous rassure. Mais voilà, chaque action qu'on fait, vous le savez, aujourd'hui, c'est un vote. Balancer sa télé, c'est un vote. Et puis voilà, contribuer peut-être à hauteur de 7 euros par mois, ça fait le prix d'un McDo, quoi. Aux gentlemen investisseurs, c'est aussi voter pour l'investissement, voter pour les gentlemen. Donc voilà, les podcasts privés, ça arrive. Le premier podcast arrivera la semaine prochaine. Et ce sera aussi un ton beaucoup plus informel. On va en enregistrer en voiture. Je pense qu'on va faire plein de tests. Je pense que ce sera vraiment, vraiment cool pour que ce ne soit pas une redite des podcasts qui existent déjà. Et bien entendu, on continuera de vous donner la même qualité dans les podcasts gratuits, ça, faites-nous confiance. Faites-nous confiance là-dessus. Et on a, troisième news, on a fêté le 100e épisode du podcast des Gentlemen Investisseurs, de mon second podcast. Et donc, pour fêter ça, on vous offre une formation Gentlemen Investisseurs. Donc une formation à 3000 balles, carrément. Donc voilà, ça nous fait vraiment plaisir, on avait envie de partager ça, et ça marquait vraiment le coup. Donc pour ça, pareil, je vous ai mis dans la description du podcast des Gentlemen, du dernier podcast, la marche à suivre.
Il faut être abonné à nos 3 comptes, au compte Une vie de liberté, au compte de Yann Yalfa Imo, au compte des Gentlemen Investisseurs. La publication, elle est sur les 3 posts, donc likez les 3 publications. Vous taguez 3 personnes sous l'une des publications, sous le compte de votre choix, le mien, celui d'Yann, celui des Gentlemen, comme vous voulez, et vous repartagez la publi en story. Je sais, ça fait beaucoup de trucs, mais il y a quand même une chouette formation à gagner, donc voilà. Si ça vous dit, le concours va durer 15 jours. Il s'arrête, si je dis pas de bêtises, le 23 mars. Voilà. Donc vous avez un peu de temps pour jouer. J'en profite aussi dans les news pour remercier tous les gens qui nous ont fait confiance pour Global Invest au CPF. Merci, merci beaucoup à vous. Ça fait trop plaisir, c'est trop cool. Et donc voilà, je voulais le dire. Et pour terminer avec ces news, j'ai été invité dans le podcast de Delphine Pinon, richissime. Donc son podcast qui s'appelait Budget Chéri. Delphine, je l'avais reçue dans Une vie de liberté il y a plus de 18 mois, je pense. Et depuis, elle a explosé, que ce soit sur Instagram ou avec son podcast richissime, puisqu'elle fait plus de 60 000 écoutes par mois. Donc c'est énorme, c'est même à peu près Une vie de liberté, je crois qu'on est à 30 000, hein, donc c'est quasiment le double. Donc voilà, j'étais très honoré de son invitation. On a parlé de la rat race avec Delphine, et on a eu une discussion autour de la valeur du temps, de la valeur de l'argent. C'est vraiment passionnant, c'était super chouette à enregistrer. Donc vous allez écouter Une vie de liberté ce lundi à 10 h. Le podcast sort mardi chez Delphine. Et je compte sur vous pour aller envoyer de la force et pour aller représenter Une vie de liberté chez Delphine, pour liker, pour commenter et pour aller faire péter les écoutes de ce podcast. Et voilà, montrer qu'on est là. Donc un grand merci Delphine encore. Et je suis super content de passer sur son podcast. C'est un honneur puisque ces derniers temps, elle a reçu un grand nombre de personnalités des médias ou politiques, des journalistes, des éditorialistes. Et donc me retrouver au milieu de tous ces gens-là, c'est plutôt flatteur en tout cas. Donc un grand merci à Delphine et un grand merci à vous tous. Je compte sur vous pour aller faire péter les écoutes à fond. Et donc avant de passer au sujet de la semaine, et quel sujet, je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, un podcast qui nous apprend comment faire soi-même son propre malheur, tout seul, comme un grand, comment voilà, se faire une vie infernale et impossible. Et voilà, un podcast qui vous a bien plu aussi, même s'il a eu moins d'écoute que le dernier avec Bob Marley, où là, vous m'avez fait tout péter. Donc voilà, mais encore une fois, merci pour ces écoutes. Et on a un premier message de Nico. Nico qui me dit: magnifique podcast, encore une fois. J'aime beaucoup ce contre-pied imagé, c'est très parlant et ça aide. J'étais quelqu'un de plutôt réfractaire au sujet du développement personnel au début, mais de t'écouter en parler depuis 2 ans et de bouquiner selon tes recommandations me font aimer cela, et je peux affirmer maintenant que ça m'aide au quotidien à tout niveau et que je kiffe ce chemin vers la réussite. Merci Tony pour ton implication dans ce que tu fais, Nico. Bah écoute, merci beaucoup à toi Nico. Et effectivement, pour ne rien te cacher, j'étais comme toi au départ. Je me souviens même que, tu vois, j'étais pas particulièrement doué pour le bonheur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai repris mon entreprise de travaux publics en 2007, j'avais 25 ans. Et les premières années, on va dire 2007, 2008, je sentais que voilà, j'avais, je dirais pas un mal-être, mais quelque chose, je me rendais compte que j'étais pas dans la voie, dans mon chemin de vie. Voilà. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais j'arrivais pas à mettre un mot dessus. Et je me souviens que on m'a conseillé des livres de développement personnel au départ, notamment des livres de Frédéric Fanget, des livres de Christophe André. Et je me souviens de commencer à les lire, ça me faisait directement mal au ventre sur le développement personnel. Je me disais, mais ça va me faire poser trop de questions. Ça remettait en fait toute ma vie en question. Et c'était trop dur à supporter. Je me disais, mais en fait, rien de ce que je fais n'a de sens. Et ça va pas du tout, quoi. Et j'étais pas prêt. Et j'avais même peur que ça me change ma personnalité, tu vois. Et donc je les lisais pas. Et j'ai vraiment commencé à les lire, je dirais, à partir de 2009. Donc il m'a fallu 2 ans vraiment pour juste ouvrir les bouquins. Donc je sais que c'est long et je sais que c'est difficile et qu'il faut rabâcher, rabâcher, rabâcher les choses pour comprendre que le temps est précieux et qu'on n'a pas le droit de le gâcher. C'est très très long, le processus est long. Chez certaines personnes, et on le verra avec le sujet du jour, c'est très rapide. Chez d'autres, c'est beaucoup plus long. Moi, je faisais partie des gens pour qui ça a été très long. Mais voilà, avec beaucoup d'abnégation et en tout cas d'implication dans ce qu'on fait, dans ce qu'on lit, voilà, dans notre chemin de vie.
ben, c'est possible d'être heureux, j'en suis la preuve. Donc voilà, mais un grand merci à toi Nico pour ton message. On a un message de Guillaume. Guillaume qui nous dit: Merci une nouvelle fois pour le temps que tu passes à apporter de la valeur aux autres. Je t'en prie, mon petit Guillaume. À chaque fois que je passe un de tes podcasts, cela colle avec une situation que je viens de vivre, c'est dingue. Et là, pour le coup, l'allusion aux personnes qui font tout leur possible pour vivre dans la défaite me touche particulièrement, puisque je vis au quotidien dans ma vie professionnelle avec une personne comme ça. Bref, je serre encore un peu les dents, ma liberté arrive bientôt. Continue ce que tu fais et à bientôt dans un de tes événements. Bah, merci beaucoup à toi pour ton message, Guillaume. Et, euh, et oui, quand tu dis que c'est dingue et qu'on a l'impression des fois de vivre les mêmes choses, bon, on a fait un podcast sur la loi de l'attraction, on a fait un podcast sur les vibrations, donc est-ce que c'est si étonnant que ça, tu vois, que quand tu sois aligné sur ton chemin de vie, bah, l'univers t'amène un peu des choses dont tu as besoin ou des choses pour te challenger. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Mais oui, effectivement, alors moi, pour avoir travaillé des années et des années avec une collaboratrice qui, quand j'ai racheté ma société, qui était déjà là, et qui était extrêmement négative et qui, tous les jours, se cherchait des occasions de voir le verre à moitié vide, en fait, hein, tout simplement. Et moi, j'étais sur cette construction de voir toujours le verre à moitié plein, d'être un éternel optimiste. Et ben voilà, c'est sûr que ça clash, que c'est difficile. Et je te cache pas que une des façons de se prémunir de ça, parfois, c'est juste tout simplement de ne pas côtoyer ces personnes-là. Aujourd'hui, c'est une chance que j'ai, je le réalise. Alors, je l'ai provoqué cette chance, je l'ai créée, mais j'ai très très peu de gens négatifs dans mon entourage, puisque mes seuls collaborateurs vraiment très très proches, c'est Benjamin, mon associé, c'est Yann, mon associé sur les Gentlemen, c'est ma petite Léna, et c'est des gens qui sont positifs, qui vont de l'avant, et qui même quand ça va pas ou quand on chute, cherchent toujours des solutions, puisque ça arrive, hein, il n'y a rien qui est parfait, et être entrepreneur, c'est toujours, toujours résoudre des problèmes tous les jours. Et je dis pas que tout est merveilleux dans le meilleur des mondes et qu'on est des bisounours. Non, non. On a des moments de doute, on a des moments de désaccord, on a des moments de clash, on a des moments de tristesse parce qu'il y a des choses qui se passent pas comme on veut. Mais on cherche des solutions. On se complaît pas dans la misère et on se victimise pas en fait. On se tire vers le haut, on essaye de voir les solutions. Et ma foi, quand il y a des choses qui marchent pas, on essaye d'en faire le deuil rapidement pour aller vers des choses qui marchent. Et c'est une gymnastique mentale, hein. Je dis pas que c'est facile, mais effectivement, ça fait du bien. Et quand tu arrives à te couper de gens négatifs comme ça au quotidien, qui sont là toujours, toujours, tu sais, comme un petit chien, un roquet qui te mordrait le pantalon, tu vois, toute la journée, c'est... Alors, je parle pas de Rico. Rico, il est pas comme ça, il est bien dressé. Mais voilà, tu vois l'idée un peu. Euh, Forcément que c'est de l'énergie. En fait, on a un stock d'énergie chaque jour. On a comme une jauge de vie dans un jeu vidéo, et chaque fois que tu as une merde, elle diminue. Et plus tu veux garder ta jauge de vie élevée, ta jauge d'énergie, ton stock d'énergie pour ta journée élevé, moins il te faut de petites contrariétés comme ça. Donc voilà, merci beaucoup à toi pour ton message, Guillaume. Et on va prendre un dernier message de Yann, puisque le podcast d'aujourd'hui est très long. Yann qui nous dit: Yann, mon pote, quel bon sujet de podcast. L'anecdote de l'ivrogne est tellement le reflet d'une société qui refuse de voir et de croire que son petit confort, par peur, par manque de réflexion, l'empêche de se poser les bonnes questions. J'ai vu des champions du monde de la déformation de la réalité, refusant de regarder et affronter l'évidence de la réalité. Tous avaient peur. Pour celles et ceux qui voudraient creuser ce sujet, je recommande l'excellent livre de Spencer Johnson, Qui a piqué mon fromage. Rédigé comme une fable, il parle de comment s'adapter au changement, quel qu'il soit, et donne les clés pour affronter ses peurs vis-à-vis de ce changement. D'ailleurs, une des plus célèbres citations de ce livre est: Que ferais-tu si tu n'avais pas peur? Ça, c'est une grande question qui est posée beaucoup dans les podcasts aussi. Mais donc, merci beaucoup à toi, Yann, mon Yann, pour ton message. J'ai pas lu le livre que tu m'avais recommandé, puisque Yann, on a fait un J'irai investir chez vous, chez lui, avec sa compagne Aurélie. On a passé plein de bons moments. Et Yann m'aide en ce moment à réaliser un rêve d'enfance, donc j'aurai le temps de vous en parler. Donc voilà, un rêve d'enfance qui crame de l'essence et qui fait beaucoup de bruit quand ça accélère. Donc voilà, j'aurai le temps de vous reparler de ça. Et, euh, et c'est vraiment trop cool. Mais voilà, bon Yann, en tout cas en ce qui concerne ton message, ce livre tu me l'avais conseillé, je ne l'ai pas encore lu. Il est dans ma wishlist, il faut que je le commande et je le lirai. Mais donc je ne peux pas en parler pour l'instant, mais en tout cas ça te donne envie de le lire.
Et pour le début de ton message, Paul Václavic, l'auteur duquel je me suis inspiré pour faire ce podcast, il a beaucoup, beaucoup étudié justement la réalité. Puisque la réalité, objectivement, c'est toujours compliqué à définir. Il y a les faits, il y a ce qui s'est passé, et ensuite la réalité, ben, elle est différente selon le point de vue. Et tu vois, pour illustrer cela, Paul Václavic, il te parle par exemple d'un monde en 3D. Imagine un monde en 3D où tu aurais une feuille et une balle. Ben, quand la balle vient, imagine que la balle soit comme transparente, quoi, qu'elle puisse rentrer à travers la feuille. Pour une personne qui est dans le monde en 3D, il voit une balle, et ça, sa réalité, c'est une balle. Mais imagine une personne qui vivrait sur la feuille, dans un monde en 2 dimensions. Qu'est-ce qu'il verrait, lui? Un cercle ou, voilà, ou, oui, un cercle, quoi, clairement. Donc, et pourtant, c'est la même réalité pour chacun. Pour la personne qui vit dans le monde en 3D, elle voit une balle. Pour la personne qui vit dans le monde en 2D, elle voit un cercle. La réalité, comment dire, les faits sont les mêmes, mais la réalité de chacun est différente. Et donc, on peut le transcrire dans ma vie, hein. Regarde-moi aujourd'hui, j'habite à la campagne, j'ai pas de télévision, j'ai pas de radio, et j'ai pas de collaborateurs tristes et pénibles qui sont autour de moi, tu vois, des gens qui se victimisent. Donc, le monde dans lequel je vis est un monde beaucoup plus positif, tu vois, d'entrepreneurs, où on avance, où on cherche des solutions. Je dis pas que c'est un monde de bisounours, j'en parlais dans le message précédent, tu vois, mais il y a des moments où c'est difficile, mais ma réalité, globalement, en tout cas l'expérience de vie que j'ai, elle est très positive. Et il y a d'autres gens qui habitent sur la même planète, tu vois, dans le même pays, qui habitent peut-être dans le milieu de Tours, dans une cité HLM, ou en tout cas une grande ville où c'est plutôt triste, qui ont un boulot plutôt triste, avec des collègues plutôt tristes. Et pourtant, on expérimente le même pays, tu vois, mais pas du tout de la même façon. Et la réalité de chacun est pas du tout la même. Voilà. Alors que bah, c'est des fois juste une question de perception des choses, hein, tu vois, pour l'exemple que je viens de te donner de la balle et d'une feuille, tu vois, où la balle couperait la feuille. Au final, les faits sont les mêmes, c'est juste une question de perception, de comment on voit les choses. Et ça, c'est de la PNL. Et justement, ben, on peut changer sa perception des choses, on peut changer la façon dont on voit les choses. C'est ce qui aide aussi à voir la vie en rose, hein. La vie, on peut la voir avec des lunettes noires ou avec des lunettes roses. Faut s'entraîner. Ça tombe pas du ciel, surtout quand on n'est pas doué au départ. Mais oui, et autour de nous, on peut voir des gens qui sont des champions du monde des lunettes noires. Et que même le truc le plus positif qui pourrait arriver, vont encore le voir de manière négative. Parce qu'ils sont entraînés à voir les choses de manière négative. Ben, je peux te dire que quand tu prends cette énergie-là, tu vois, il y a des gens dans Faites vous-même votre malheur, hein, dans ce podcast, qui sont hyper doués pour voir les choses en noir, pour faire leur propre malheur. Et c'est des champions du monde de l'échec. Ben, tu peux avoir la même énergie pour tout voir de façon positive et devenir un champion du monde de la réussite. Et ça, j'en suis fermement convaincu. Donc encore une fois, un grand merci pour ton message, Yann. Merci à tous. Et je vous propose qu'on passe au podcast de la semaine parce qu'il est relativement long. Et ce podcast de la semaine, vous allez voir, hein, c'est l'interview de ma petite Léna, Léna Gatas et Léna Gaz sur les réseaux. Léna, on s'est rencontrés aujourd'hui, il y a un peu plus de 2 ans. On s'était rencontrés pendant le premier confinement, à peu près à cette période. Parce que la première fois où on s'est rencontrés, elle nous a fait la vignette du podcast des Gentlemen Investisseurs. Moi, je pensais que c'était une graphiste émérite et de longue date. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une jeune fille de 16 ans qui nous avait fait cette image. Et voilà, et depuis, on collabore ensemble depuis 2 ans. Moi aussi tout seul, elle fait mes pages de vente, elle fait les montages de vlogs et plein d'autres choses. On collabore aussi avec les Gentlemen, puisqu'elle est associée sur notre boutique de vêtements. Et voilà, et c'est une jeune femme incroyable de seulement 18 ans. Je sais pas quoi dire de plus, tellement moi aussi, Léna me fascine par voilà, son énergie, par sa volonté, par son abnégation. Je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, je vais vous laisser avec ce podcast et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Léna. Lénouche, Oui. pour vous servir. Ça va ma petite Lénouche? Bah ça va et toi? Bah oui, ça va super bien. Est-ce que tu passes une bonne semaine? Et une semaine incroyable, incroyable. On est au Maroc, posé, au soleil, avec la piscine, Voilà, la bouffe. c'est ça. Donc ouais, ça fait longtemps qu'on voulait enregistrer aussi un podcast tous les deux. Et parce qu'on collabore beaucoup, on se voit beaucoup, mais on va avoir le temps de parler de tout ça pendant l'épisode.
Et voilà, bah, ça fait quand même l'occasion, quand on arrive à se voir et à être ensemble, de pouvoir le faire en live, c'est quand même plus sympa, quoi. Ah bah oui, carrément, surtout qu'on s'est vus 3 fois C'est ça, en depuis le plus. début de notre association, en vrai. C'est ça qui est fou. On s'écrit, ouais, peut-être pas tous les jours, mais Mais- tous les 2-3 jours. Ouais, au Et, moins. et au moins, ouais, sauf que, et aussi quand on bosse sur des projets, beaucoup plus. Mais en vrai, on s'est vu que 3 fois, en vrai de vrai. En vrai de vrai, ouais. Et on se fait très confiance. Et Ouais. on s'appelle au moins une fois par semaine. Les nouches, le vlog il est prêt. T'inquiète. Donc, pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, ma petite Léna, est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, je peux me présenter. Donc du coup, je suis Léna Gatas. J'ai 18 ans. Et Attends, répète. j'ai 18. Ok. Et j'ai monté mon business de prestation, on va dire, où j'accompagne tous les investisseurs, les entrepreneurs sur le web, donc créer un écosystème de A à Z avec le site web, les valeurs associées, la charte visuelle, les offres, le graphisme, enfin tout ce qui va avec, les vidéos YouTube, et à côté j'essaye d'investir un petit peu ce que je gagne, donc principalement pour l'instant au travers la bourse, les ETF, la crypto. Et depuis ce mastermind, là en rentrant, on va appeler Maître Cos pour remettre en place de la sous-loc. Et Ok. tout ce qui va être crowdfunding, etc. Ça m'a quand même beaucoup travaillé, cette histoire. Donc voilà, là où j'en suis. Rien que ça, quoi. Rien que ça. Bon, bien, bah, je te propose qu'on reprenne depuis le début. Enfin, depuis le début, en tout cas. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Dans tes études, c'est arrivé à quel moment? Comment t'as vu ça, cet avenir-là se dessiner? Alors ça m'est un peu tombé dessus. Ouais. Enfin, tombé dessus, pas péjorativement. Parce que en fait, j'ai mon papa qui est entrepreneur et qui m'a toujours poussé à créer des trucs, à faire ce qu'on avait envie de faire, à pas se mettre de barrières, etc. Et en fait, il a toujours été un soutien moral, on va dire, Ouais. pour faire ce qu'on avait envie de faire. Et un jour, comme ça, en me baladant dans une librairie, j'ai découvert le livre The Miracle Morning. Ok. J'avais 14-15 ans à ce moment-là. D'accord. Et en fait, ça m'a vraiment montré qu'il y avait une dimension de ouf à la vie, en fait, et que ça s'arrêtait pas seulement à bosser, faire des études. Et comment ça se fait que c'est ce bouquin-là qui t'a attiré? Ça a vraiment été le pur hasard ou tu t'intéressais déjà au Non, développement du personnel? tout, c'était vraiment le pur hasard. Après, D'accord. j'ai commencé à suivre un peu des pages business, comme on peut en trouver maintenant des centaines de milliers aujourd'hui. Ouais. Et en fait, qui parlaient de concepts qui étaient vraiment simples. Là, ça va être la loi de Pareto, la courbe exponentielle des revenus. C'est vraiment des choses que quand on est entrepreneur, on connaît bien, mais que moi, à l'époque, je connaissais pas du tout. Et en fait, je me suis un peu intéressée à tout ça. J'ai commencé à suivre des gros comptes d'investissement, etc. Et faire votre rencontre, après, ça a été le deuxième élément déclencheur. Ouais. Parce que du coup, j'ai commencé, entre-temps, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé beaucoup créer, etc. Et j'ai acquis énormément de techniques dans le dessin, parce que je dessine depuis que j'ai tenir un crayon. Et pour donner un ordre d'idée, quand j'étais en 6e, que je suis arrivée au collège, j'avais déjà un niveau de quelqu'un qui a un bac +2 ou +3 en art. Donc, D'accord. Du coup, ça m'a quand même vachement bien aidée. Donc en même temps que je commençais à lire The Miracle Morning, etc., ça a vraiment été une espèce de concours de circonstances où j'ai commencé à dessiner sur mon ordinateur avec une tablette graphique. Okay. Et à partager sur Instagram. Et en fait, je me suis dit, ce serait bien en fait, juste de me faire un peu connaître et juste d'avoir des gens avec qui partager sur Instagram, ça peut être cool. Donc j'ai commencé à contacter, à démarcher un peu plein d'influenceurs dans le milieu de la moto, parce qu'à l'époque, je dessinais que des motos. Et là, t'avais quel âge quand t'as fait ça? 15 ans. À 15 ans, Ouais. Ok. Donc en fait, je sais pas, naturellement, je me suis dit, c'était même pas calculé ou quoi, je me suis dit, je vais contacter des influenceurs, c'est ce qui me paraissait logique. Ouais. Et puis, donc du coup, j'en ai travaillé avec plusieurs, mais maintenant, il y en a un, c'est mon compagnon, il y en a d'autres, ce sont mes amis, et il y en a un particulièrement, quand il m'a partagé, j'ai reçu genre 120 messages dans la soirée. Ok. Et parce qu'il avait une communauté super active. Et après, bon, voilà, c'était les prémices, mais c'était genre, hé, je peux avoir un dessin, s'il te plaît? Donc, il y a 150 messages comme ça. Moi, au bout d'un moment, j'ai dit, non, je peux pas tout faire. Et dans le lot, il y en avait un ou deux qui me demandaient mes prix. Ok. Donc là, oulala, mais en fait, il y a un truc qui se vend. Donc, je me rappelle, moi, la Léna de 15 ans, 23h, en train de faire mon petit tableau sur une feuille avec écrit « Une moto, 10 €. Je travaille 5 heures, mais c'est pas grave. 2 motos. » Et vraiment, donner mes prix comme ça.
J'ai fait un faux PayPal avec un faux âge, je sais pas si on a le droit de le dire, mais... Si, tu peux dire tout ce que tu veux, t'inquiète pas. J'ai fait un PayPal avec un faux âge, parce qu'à l'époque, il fallait pas mettre la carte d'identité. Et oui. Et j'ai encore les dossiers avec moi, mais le premier mois, j'ai fait 90 balles, c'était janvier 2020. D'accord, donc attends, janvier 2020, donc oui, juste avant le confinement en fait, enfin l'année du confinement. Exactement. Donc là, c'est les premières ventes que tu as fait, c'était à ce moment-là. Et le premier mois, j'ai fait 90 €, j'ai vendu 3 dessins. Excellent. Et en fait, le confinement, ça a été aussi un élément déclencheur, parce que du coup, on a commencé à bosser ensemble à peu près à ce moment-là. Ouais. Et c'est surtout qu'en fait, On moi, va en parler, ouais. Exactement. Et surtout que j'avais plus cours, parce qu'on était confinés à la maison. Et oui, bien sûr. Et je commençais déjà à m'en battre les couilles, pour être cash. Et donc, du coup, en fait, j'ai passé tout mon confinement à bosser, faire des petites illustrations, à bosser sur Instagram et acheter des formations pour vendre, parce que je me suis aperçue que je savais pas vendre. Okay. Et en fait, naturellement, en fait, et aussi certains marketeurs sur Instagram, notamment Fortumedia, qui est vachement connu, qui était très bon en communication et qui m'inspirait beaucoup. Et j'ai acheté beaucoup de ces formations. Et en fait, tout ce que je gagnais, je le réinvestissais dans de la formation. J'ai acheté mon premier iPad. À l'époque, j'avais encore un vieux HP pourri, quoi. Je mettais 1h30 à ouvrir Photoshop, quoi. Ouais. Et donc, j'ai fait petit à petit, naturellement, j'ai investi, mais c'était même pas dans une vision long terme. J'étais à 1 milliard d'années-lumière par exemple, de ce qu'on parle ici en mastermind. Et c'était juste tout naturel de acheter une formation parce que je savais pas vendre. Ah tiens, le copywriting, c'est quoi? Bah tiens, je vais acheter un livre. Et c'était vraiment juste une curiosité naturelle qui ont fait que... Et en fait, du coup, pendant tout le confinement, j'ai fait mes x10 sur mes connaissances. Et après, on a commencé à travailler ensemble. Et en fait, le côté investissement, ça a vraiment encore plus fait son bonhomme de chemin. Quand j'ai commencé à vous écouter, je me suis dit, putain, il y a quand même un truc, quoi. Il y a une dimension de ouf. Et donc là, tu avais à peine 16 ans, quoi, début 2020. Ouais, 15 ans, c'était l'année de mes 15 ans. Et l'école, ça se passait comment? Alors, l'école, plus jeune, j'ai toujours été très très bonne élève. J'aimais beaucoup le théorique. Ouais. Mais en fait, plus je grandissais et plus je trouvais ça chiant, et surtout que socialement, je m'y plaisais pas tant que ça. Ouais. Même si j'avais quelques amis, etc., que je garde encore aujourd'hui, c'était pas le mieux. Et en fait, quand j'ai commencé à bosser, notamment avec toi, Yann, et après tout ce qui en a découlé qu'avec des investisseurs, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Et que, en plus, avec les confinements, j'ai choisi en fait une filière où je voulais le moins travailler possible. Je voulais juste avoir un bac et avoir le moins possible à travailler. Donc, je suis allée en technologique. Okay. Et j'ai fait un bac STI 2D, sciences technologiques de l'industrie, etc. avec une option archi. Parce que du coup, je me suis dit, je vais faire de l'IMO, c'est une fatalité. Je sais que je vais faire de l'IMO une fois dans ma vie. Et je me suis dit, l'architecture, c'est ce qui me paraît le plus logique, en fait. Ouais. Il y avait soit des trucs d'ordinateur, des trucs d'écologie et ingénierie, oui. Donc du coup, j'ai fait ça. Mais en fait, le Covid est tombé. Donc en fait, mon année de première, j'ai fait que 3 ou 4 mois en cours. Le reste du temps, c'était que à la maison. Mais à la maison, je faisais rien. Je rendais que des copies blanches, etc. Et début de terminale, j'y allais complètement à reculons et j'ai séché 550 heures. Donc déjà, on avait une semaine sur 2 de cours, parce que Covid, machin, on était en demi-effectif, plus 550 heures de sécher. Et c'était franchement la guerre avec les profs. Moi, je leur parlais de revenus passifs, etc. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je sortais en pleurant des conseils de classe, parce qu'ils se mettaient à une quinzaine, quoi, avec le directeur, etc., à me dire que je ferais rien de ma vie, que c'était pas... parce que t'étais déléguée, pendant les conseils, t'en prenais plein la tête, quoi. Exactement, parce qu'en plus, j'étais la seule meuf de ma classe. Eh oui. Et comment dire, c'est pas toujours le haut du panier, quoi. Je suis désolée s'il y en a qui écoutent. Mais c'est pas toujours... camarade de Léna, c'est pour vous. Hein. Même si j'avais quelques amis avec qui je m'entendais bien, il y avait quand même la plupart du temps, moi je me sentais pas du tout bien dans la classe parce que c'était pas très 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 mature. Et moi, tout ça l'un de l'autre, en fait, ça m'a saoulée, et du coup j'avais plus du tout en cours, et j'ai quand même eu mon bac avec mention bien. Ouais, donc sans avoir travaillé. C'est bien. Mais oui, c'est sûr que c'est vraiment pas évident quand tu te sens incompris, et au vu de tes résultats, tu leur as donné tort, mais on va en parler tout à l'heure. Nous, on s'est rencontrés justement un peu à cette période-là, quelque part, enfin en tout cas pendant ton année de première. Exactement. On s'est rencontrés pendant la période de confinement en mai 2020, si je dis pas de bêtises, puisque avec Yann, on venait de finir notre premier séminaire des Gentlemen Investisseurs, avec toute la troupe, avec Yann, avec Benjamin, avec Max. Et avec Yann, on s'est dit qu'on avait envie de créer un podcast
pendant le confinement, on a démarré ça et on voulait avoir une identité visuelle forte. On s'était posé la question de quel nom on pourrait donner. Et les gentlemen investisseurs, je sais pas, ça nous a parlé, ça nous faisait marrer. Et je dis à Yann, il faudrait qu'on fasse un logo, quelque chose qui pète. Et c'est lui qui me dit, bah regarde, je crois qu'il y a un investisseur qui a fait faire son logo. Il m'a montré, j'ai dit, putain, ça c'est super chouette. Bah, on va contacter l'illustratrice et on va faire un dessin. Et donc on t'a contacté, tu nous avais fait un devis, alors je crois qu'on avait payé le logo 60 € à l'époque. Ouais, 70. 70 €. J'ai encore le fichier, je l'ai ouvert la dernière fois, 13 heures. 13 heures. 13 heures de taf. Ouais, ça fait pas beaucoup. Bon, on s'est rattrapé par la suite. Oui, oui. Mais voilà, et quand tu nous as livré le logo, on a fait quelques petites corrections au fur et à mesure. Ouais. Et c'est là où en fait, je dis à Yann, mais j'ai l'impression que la personne qui nous fait le logo, l'illustratrice, j'ai l'impression qu'elle est vachement jeune. Je lui dis, tu sais quel âge elle a? Puis, bah non. Puis en te posant la question, bah j'ai 16 ans. Ah, ok. Mais t'as une société, on va facturer comment là? Ouais. Non, bah, vous me ferez un PayPal. D'accord. Non, alors sinon j'ai mon père qui me fait des fausses factures. Mais voilà, c'est vrai que c'était un peu ça, quoi. Moi, c'était la première fois que je facturais au-delà de 30 €. Franchement, j'ai envoyé 70, je tremblais, j'étais moite et tout. Hein. J'étais au bout de ma vie. Hein. J'imagine. mais c'est fou, quoi. Et puis, bah, par la suite, on a beaucoup collaboré ensemble, puisque aujourd'hui, derrière, on a fait la boutique de vêtements ensemble, des Gentlemen Investisseurs. Exactement, le jingle. Voilà, le jingle, bien sûr. On a commencé par le dessin animé après. Et effectivement, le générique que je rappelle, le générique que je rappe toujours d'ailleurs, le générique des Gentlemen, où tu nous as fait le dessin animé. Et ça, encore une fois, c'était complètement fou. Je m'en souviens avec Yann, puisque pour ceux qui l'ont peut-être vu, on avait vu le reportage Netflix sur Big Flo et Oli, et où à un moment, il y a un dessin animé un peu comme ça. Et je me souviens que j'avais dit à Yann, t'as vu le documentaire sur Big Flo et Oli? On s'est dit, ouais, je l'ai vu, c'est énorme. Dis, tu crois pas que si je rappelle le générique du podcast, ça pourrait être un délire? Et est-ce que tu crois que Léna, elle serait capable de nous faire un dessin animé? Et on t'avait demandé et tu nous avais dit oui direct, quoi, derrière. Ouais. Alors moi, je me rappelle, Yann, j'étais en pause au lycée. Yann m'appelle, dit meuf, on va faire un dessin animé. J'avais jamais fait d'animation de ma vie. Et t'avais jamais fait? J'avais jamais fait et j'ai dit oui. Et en fait, parce que j'avais vu dans mon logiciel qu'on pouvait faire de l'animation. Et en fait, le soir même, je me suis posé 2 heures et j'ai tout regardé, j'ai plein de vidéos, etc. Après, je dis vas-y, feu. Et en fait, après, on l'a fait. Et moi, je savais pas à ce moment-là, j'ai dit oui, mais je savais pas le faire. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus fou. Et on va voir que c'est un des traits de ta personnalité, c'est que tu dis oui, et puis après, tu te débrouilles, quoi. C'est ça. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, même encore aujourd'hui. Ouais. Et je me souviens que le dessin animé, tu nous avais donné un tarif, et on t'a payé même plus que ce qu'on devait, je crois, parce qu'on était tellement satisfait du résultat. Et c'est d'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, si vous suivez les Gentlemen Investisseurs, mon deuxième podcast qui sort tous les vendredis à 10h avec Yann sur YouTube, les Gentlemen Investisseurs, vous verrez le travail de Léna qui est incroyable, quoi. Et donc à l'époque, tu avais pareil 16 ans et les gens nous demandaient, ils disaient mais qui c'est qui vous a fait ce dessin animé? C'est fou. Et en plus de ça, il y a un truc que j'aime bien, c'est, je sais pas, tu l'as lu, L'autoroute du millionnaire de MJ de Marco? Tu l'as lu? Et tu sais, dans ce livre, il dit que pour entreprendre sur le net, il vaut mieux être petit parce qu'on a moins de charges, on a moins de collaborateurs, pas de salariés, mais paraître gros. Et justement, entre le logo des Gentlemen et ce dessin animé, tout de suite, le podcast paraissait comme quelque chose, tu vois, de tout de suite travailler, en fait. Ouais. Et en fait, c'est tout petit, quoi, quelque part. Ouais, c'était moi, c'est la petite Léna. Et donc, c'est fou, mais c'est en train de devenir gros, pour le coup. Ouais, et là, c'est vrai que la tendance s'est inversée, là, ces derniers mois, c'est j'ai l'air gros alors qu'en vrai, je travaille toujours toute seule. C'est ça. Mais on a commencé par ça, par le dessin animé. Après, ensuite, on a fait la boutique de vêtements des Gentlemen Investisseurs ensemble. Ouais. Et un jour, je t'ai appelé pour te dire que sur la chaîne YouTube, j'avais envie de faire des vlogs. Ouais. Parce que je me disais que ça pourrait être bien. Puis au début, moi, quand j'ai fait ces podcasts, c'était justement pour qu'on ne voit pas ma tête. J'avais pas envie de la montrer, ni sur les réseaux, sur Instagram, je voulais pas. Donc je faisais toujours mes stories, je parlais, mais je les faisais en filmant. Et puis ensuite, les podcasts ont bien marché. Et je me suis mis à faire des stories en facecam. Et je sais pas, toi aussi, ça te frustre peut-être, mais le fait que ces stories disparaissent en 24 heures, c'est quelque chose qui me rendait fou. Et on a eu la réflexion tous les deux. Je te disais, j'ai envie de faire le même contenu que je partage en story, mais je veux qu'il reste.
et je voulais le mettre sur YouTube. Et au début, comme je fais pas de montage, je voulais faire des vidéos facecam ou juste couper le début, la fin, comme je sais faire. Et je t'ai dit, est-ce que tu te sentirais de monter des vlogs? Et tu m'as dit, Non, mais quand même, il y a une dark side à tout ça. C'est que j'avais genre 12-13 ans, j'ai voulu faire des vidéos sur YouTube. ok, Et donc c'est là que j'ai appris d'accord. C'était catastrophique. Des trucs de beauté, des machins, mais c'était la tendance de 2013, tu vois. On peut retrouver ou pas ça sur Internet? T'as tout fait, t'as tout Impossible. viré? Ah Tout. bon, ça va. Je veux pas qu'on retrouve ça. C'est horrible. Mais du coup, ça m'a appris les bases du montage et c'est pour ça aussi que du coup, on a pu faire ça facilement. Oui. Et Ça fait 1 an maintenant, les vlogs. ça fait 1 an, oui. Je crois qu'on est au numéro. 43. Et là, on est en train de tourner le 44 cette semaine, je crois. Ouais. Je dis pas de bêtises. Il me semble. Et oui, déjà 40, bientôt 44 vlogs. C'est incroyable comme ça passe vite. Et quand je vois même les montages que tu as pu faire sur on va dire les gros vlogs, comme la Corse ou quand je suis allé à Cuba, ça fait vraiment des beaux films et ouais, c'est trop bien quoi. Donc, Et celui du Maroc. et celui du Maroc qui va arriver, enfin, qui sera même déjà sorti a priori quand vous écouterez ce podcast, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube Une vie de liberté. Et donc, ouais, tu as beaucoup de compétences à ton arc. C'est ça. Et tu continues d'en ajouter. Donc comment ça s'est passé, la transition? Ça c'est pour notre collaboration à nous, mais on en était, si on revient en janvier 2020, là tu fais 90 € ce mois-ci. Et comment ça se passe après la croissance de tes revenus? Comment ça s'est passé? Alors, Tony nous parle toujours de l'exponentiel et récemment, pendant le séminaire, je me suis amusée à produire le graphique sur Numbers des revenus, parce que du coup, j'ai toujours le même fichier Excel depuis 2 ans où je catalogue tout ce que je fais. Et là, pour le coup, on a une exponentielle qui est assez choquante, on va dire. Les premiers mois, il faudrait que je retrouve, mais premier mois, ça a été 90, 30, 60, à 100, et puis re-50. Et en fait, il y avait une petite progression, mais c'était vraiment, on le voyait sur 6 mois. Et donc, on parle de janvier 2020, voilà, j'étais entre 90 et 150. Fin 2020, j'étais aux alentours de 300, 500. Okay. Début, on va dire mi-2021, ça a oscillé entre 600 et 900. Ouais. Et là, aujourd'hui, ça oscille entre 5000 et 7000. Juste sur les prestats. Ouais. Donc, il y a tous les à côté, bourse, sous-loc qu'on va mettre en place, etc. C'est pas compris dedans. Et là, voilà, maintenant, on oscille entre 5000, voilà, en moyennant 6000. Et là, maintenant, c'est les brisages des plafonds de verre, là, surtout pendant la semaine de Mastermind, à me dire, ok, maintenant, mes prestats, elles valent 5000, 6000. Et donc, maintenant, je commence à intégrer le fait que certaines prestations qui me prennent quelques semaines, vont rentrer vont faire le chiffre d'affaires d'un seul mois. Et que comme ça, je peux en additionner 3 ou 4. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable ton parcours parce que moi, je l'ai suivi tout le long. Et tu vois, ton marché et on va dire la niche que tu as choisie, ou en tout cas la façon dont tu fais les choses, de travailler aussi avec des investisseurs, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intelligent parce que, bon, si on prend ton mindset, tu vois, moi, j'ai 40 ans. Toi, tu en as 18. Donc, avec l'outil informatique, je ne suis pas un vieux con non plus, hein, mais j'ai quand même moins de facilité que toi. Et je me souviens que quand j'ai voulu me lancer sur le net, moi, j'ai toujours été fasciné par ça. J'étais un grand consommateur de podcasts et j'étais très inspiré par les gens qui vivaient de leur contenu sur Internet, tu vois, notamment Antoine BM, des gens qui partageaient du contenu quotidien. Ça me fascinait. Et j'avais trop envie de faire ça. Et quand j'ai été indépendant financièrement, je me suis dit, je vais faire ça. Mais j'avais 37 ans quand je m'y suis mis. Et je me souviens que j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, soit je m'y mets maintenant et je fais l'effort et j'y arrive. Mais si j'attends trop, au bout d'un moment, je serai incapable de savoir comment faire un podcast, comment arriver à le structurer. Voilà, le structurer, arriver à ce que le son soit à peu près correct quand même. Derrière, à monter une page de vente, à savoir comment tourner une formation en ligne, à la monter, à la mettre. Et je me suis rendu compte que j'ai réussi, mais j'ai passé un temps fou. Ça a été hyper laborieux. Alors aujourd'hui, on a des outils qui sont super bien pour faire ça, comme System.io qu'on utilise, un outil tout en un. Mais faut quand même y passer beaucoup de temps. Et si j'avais rencontré quelqu'un comme toi au tout début, ça aurait été vraiment beaucoup plus facile de mettre toutes ces choses-là en place
puisque toi, tu arrives avec une solution qui est un peu clé en main, en fait. Bah, c'est ça, maintenant, l'objectif, c'est vraiment de faire du clé en main, c'est-à-dire la personne, elle vient me voir, elle a son projet de formation, son projet de produit, etc. Elle ne sait pas du tout comment s'y prendre, et le but, c'est vraiment de A à Z, que ce soit l'ambiance visuelle, les valeurs associées, la manière de communiquer, tous les argumentaires, vraiment rechercher son soi, son authenticité, parce que moi, mon but, c'est vraiment de faire ressortir la vraie personnalité de la personne, comme avec Charlotte, par exemple, où on avait vraiment un univers qui était très doux, très poétique. Enfin, c'est vraiment le but aussi de s'adapter à chaque personne, et après, voilà, de créer le logo, la charte graphique, le site web, le produit, l'offre, avoir vraiment cette vision du long terme. Donc, il y a tout un côté aussi de développement personnel, de mindset, parce que pour développer une marque et faire un joli personal branding, il faut aussi beaucoup se connaître. Ouais. Et après, en fait, j'ai vraiment développé la méthode complète à force d'accompagner les gens, de connaître les problématiques, de voir ce qui marche pas. Bah, en fait, je suis en train de le finir, mais vraiment une pédagogie qui soit complète pour créer un écosystème. C'est ça le mot, c'est vraiment créer un écosystème entre tous les mécanismes de persuasion, les mécanismes de vente, l'authenticité, les produits, et vraiment avoir quelque chose qui soit complet, comme on parlait en séminaire. Pour toi, par exemple, tu as tout le côté valeur perçue, donc tu as la Tesla, tu as le côté marchand de biens, la Rolex, le machin, tu vois. Et tout ça, ça fait partie un peu du lot. Et vraiment, travailler sur l'image au complet, parce que, ça, par exemple, certaines personnes vont avoir un super beau patrimoine, auront des compétences de fou, mais tout ça, ne le mettront pas en avant. Et juste parce qu'ils ne le savent pas. Et en fait, moi, mon but, ça va être vraiment d'amener tout l'écosystème, que ce soit par les réseaux, par YouTube, par un podcast, par un site web, par des séminaires, tout ce qu'il y a, de vraiment de créer l'image et le personal branding au complet pour vendre. C'est super. Et on en a beaucoup parlé pendant ce séminaire sur les business internet, et que tout le monde, et franchement, je dis bien tout le monde parce qu'on a fait un tour de table, on est 24, tout le monde a une compétence qui peut monnayer, qui peut apporter aux autres dans de la formation en ligne. Et souvent, les personnes qui arrivent à partir de 35, 40 ans, qui ne vont pas être à l'aise non plus avec toutes ces stratégies digitales, ça peut être super bien de se concentrer sur la création de son contenu et pouvoir te déléguer toute cette partie-là. C'est vraiment précieux, quoi. On gagne vraiment beaucoup de temps. Ouais, et puis aussi, ça permet aussi de se structurer. Et je remarque que des fois, quand on travaille pour soi, donc sortir son livre, sortir sa formation, etc., on y accorde beaucoup moins d'importance et d'attention que quand c'est pour les autres. Ouais. Et le fait, en fait, d'être accompagné avec quelqu'un, ça aide vraiment à avoir directement les bonnes clés et vraiment se structurer. C'est-à-dire qu'on a des calls qui sont préparés à l'avance, etc. Donc en fait, ça oblige aussi à s'y mettre, et ça permet aussi de se mettre au dos au mur et vraiment d'y aller et se dire là c'est bon, j'arrête de réfléchir. Et c'est ça aussi un des gros blocages, c'est dire j'arrête de réfléchir, de vouloir tout faire et go, quoi. Et tu sais, on a beaucoup de gens autour de nous, avec Yann, on fait quand même pas mal de coaching à côté, qui justement ont du mal à passer à l'action, ils ont du mal à franchir ce pas. Et justement, on en a vu pendant aussi ce séminaire qu'on passe ensemble, des gens qui réfléchissent trop. Toi, quand tu as passé ton bac, comment ça s'est passé le fait? Est-ce que tu t'es posé la question peut-être quand même de faire des études? Est-ce que tu t'es posé la question d'aller travailler pour quelqu'un? Ou est-ce que tu t'es dit, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, je tente ma stratégie pour vivre de ma passion et j'y vais sans me poser de questions? Ça, je pense que ça peut vraiment intéresser les gens. Alors moi, c'était OSEF. Ouais. En fait, j'ai pas réfléchi. OSEF, ça veut dire on s'en fout pour les vieux. Et j'avais pas pensé, alors oui, la stratégie de ça, les clients. Non, je voulais juste pas faire de suite, ça me gavait. À l'époque, j'étais encore chez mon papa. J'ai dit non, c'est bon. Pour l'instant, je fais que 800 balles. On venait de faire le séminaire wakeboard. J'avais vu qu'il y avait plein de gens qui étaient intéressés. Je dis, de toute façon, c'est hors de question que je mette quoi que ce soit dans le Parcoursup. Parcoursup, c'est les Hunger Games, quoi. Non, mais ouais, je voyais les gens de ma classe, même s'ils étaient très bons, qu'ils avaient très bonne moyenne, c'était les Hunger Games. Toi, tu passes pas, toi, tu meurs, toi, tu... Enfin, ouais. Pour moi, c'était pas possible. Je me suis dit, au pire, je me démerde, mais je sais pas ce que j'ai envie de faire. Et je faisais 800 balles et ça me suffisait, quoi. Ouais, tu t'es dit... oui, puis en plus, alors, par rapport à quelqu'un forcément qui a 2 enfants, une maison, une femme, un chien, un scénic, un boulot et des crédits, t'avais pas tout ça. Mais quand même, ça demande beaucoup de courage de se dire,
il y a une pression sociale aussi, peut-être. Tu parlais de tes profs qui te disaient que tu ferais rien de ta vie, tu vois, aussi ouvertement que ça. Mhm. Et de la pression sociale de se dire j'ai le bac, mais je vais pas en études et je me lance dans l'entrepreneuriat, quoi. Bah, en fait, moi, c'est principalement toi, Yann, qui m'avait beaucoup inspirée. Parce qu'en fait, moi, au quotidien, c'est vous que je gardais comme exemple de me dire, bah, en fait, c'est faisable. Et toutes les personnes qui le faisaient pas, bah, j'écoutais pas. Donc les profs, j'avais une partie de ma famille aussi qui comprenait pas du tout. Qui limite, pas me mettre des bâtons dans les roues, peut-être pas consciemment, mais bah, c'était incompris en fait, c'était juste incompris. Et moi, le fait d'avoir toi, Yann, toi, Tony, avec Yann, mon papa de l'autre côté, en fait, ça garde quand même l'exemple de se dire c'est faisable. Et puis même si je dois galérer 6 mois, un an, bah, c'est pas grave, parce que moi, je me dis, bon, je vis chez mon papa et au pire, bah, je me démerde, quoi. Je connais des gens, je vais travailler un peu. Enfin, et j'avais pas du tout ce truc-là de me dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Je fonce, j'y vais. Et puis, comme je disais, c'est au séminaire wakeboard, j'avais aussi commencé à sentir, tu vois, le vent tu vois, qui tourne et de voir en fait à quel point je pouvais inspirer les gens juste en faisant ce que je fais en fait. Et j'ai pas de prétention à dire que je suis meilleure ou quoi. Juste en fait, j'étais naturelle, je faisais ce que je faisais. J'étais authentique, je cherchais pas à mentaliser tout machin, je faisais juste mon truc. Et les gens ils étaient inspirés. Je me rappelle de une des personnes au wakeboard qui est venue genre tape sur l'épaule, je veux pas te déranger, et qui m'a dit franchement ça m'inspire beaucoup ce que tu fais, moi je vois ça je te compare à mes enfants parce que du coup il y a plein de gens qui ont là la trentaine, la quarantaine qui projettent leurs enfants à travers moi. Oui. Et moi ma situation avec mes parents qui ont été divorcés, il y a eu des procès, des machins, et qui s'y retrouvent et qui se disent en fait on peut en faire quelque chose qui soit bien, parce que moi ça aussi ça fait partie de mon parcours et ça fait aussi partie de moment de dire bah voilà, même si les gens de ta famille ils sont pas forcément derrière toi, fais-le. Et en fait il y a beaucoup de gens qui se sont identifiés et en fait je me suis rendu compte que j'avais un potentiel inspiration qui était quand même assez haut. Et et en voyant aussi toutes les personnes qui étaient intéressées à me dire ah bah je gagne ton contact, on va rebosser ensemble machin. Il y a moins la moitié, on était quoi, une trentaine au wakeboard, 30-35 ? Ouais, on a fait ce séminaire donc en juin 2021. On a fait un séminaire sur un week-end, wakeboard et immobilier. Et tu nous avais fait une présentation qu'on avait appelée, je crois, Entreprendre à 17 ans ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, à 17 ans à l'époque. À l'époque. C'était il y a un an, mais ça avait mis une calotte, ça avait mis une calotte à tout le monde. Je m'en souviens, cette intervention, elle était folle. Et il y a beaucoup de gens qui étaient venus passer ce week-end avec nous et qui avaient du mal à passer à l'action, qui se posaient beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'en te voyant, j'ai pas envie de dire avec ta candeur, parce que, tu vois, ou innocence, tu vois, parce que tu fais les choses sans calcul, en fait. Exactement. Et tu fonces, quoi. Tu y vas et puis tu vois. C'est ça, en fait. C'est vraiment le côté un peu innocence. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un truc, quoi. Parce que pour moi, c'était naturel, en fait. Je me posais même pas la question. Parce que je savais même pas ce que c'était le standard. J'ai même pas eu à désapprendre ce que la plupart des gens connaissaient dans les standards de revenus, etc. Parce que je savais pas ce que c'était. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup de gens à qui ça a inspiré, mais surtout que beaucoup d'autres qui voulaient vendre sur Internet, qui voulaient se construire une image, etc., mais qui savaient pas le faire. Et il y en a plein qui ont pris mon contact, par exemple Mika, avec qui on a rebossé par la suite. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ouais, quand même, il y a un truc à faire. Et c'est pour ça aussi que je suis partie sereine, parce que je me suis dit, j'ai quand même donné un truc, je me suis fait connaître. Et je sens que les gens ils vont revenir parce qu'il y a eu un truc, il y a eu un échange, il y a eu quelque chose qui s'est passé et qu'il faut y aller. Et en fait, c'est vrai que par la suite, après, l'été qui a suivi, les gens étaient en vacances, etc. Donc ça n'a pas tant changé. J'avais un peu plus de travail, je suis passée de 800, 900 à 1000, 1002. Donc il y avait déjà encore un petit gap qui s'est fait. Donc c'est vrai qu'à par contre, à partir de septembre, tout le monde est revenu à la charge. Toutes les personnes qui m'avaient entrevue de loin, mais ça en fait, je n'avais même pas calculé qu'il y avait des personnes qui m'avaient retenue. Et en fait, c'est à partir de là que ça a commencé à vraiment exploser. Et en fait, ça a vraiment fait 1000, 1002, 1000, 1007, 2000, 3000, 5000. Voilà, ça a monté d'un coup. Parce qu'en fait, tout simplement, à cette époque-là, je ne me rendais pas compte, mais en fait, le fait de ne pas lâcher, les gens te voient, te retiennent. Le fait d'avoir un storytelling qui est fort, d'avoir vraiment... Moi, ma bio Instagram, maintenant, en première ligne, c'est indépendante financièrement à 18 ans. Donc les gens, ils se disent « Ah, tiens !» Tu vois, maintenant, j'ai aussi compris qu'il fallait en jouer de ça. Et que c'est ce qui fait qu'on me reconnaît. Ouais, le storytelling, pour ceux qui ne sont pas familiers avec
avec ces mots du business internet, c'est en fait l'art de, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais l'art de raconter sa propre histoire, bien sûr sans mentir, mais chacun a un parcours de vie différent en fait. Et on peut voir toujours son parcours de vie de façon pessimiste ou optimiste. On peut voir toujours un verre d'eau comme rempli à moitié, comme à moitié vide ou à moitié plein. Et en fait, l'idée, c'est vraiment ça avec le storytelling, c'est revenir sur son parcours, voir ses victoires en fait. C'est de la PNL quelque part, mais voir tout ce qu'on a fait de bien, objectivement, et savoir le mettre en avant. Et donc toi, c'est sûr que forcément, quelque chose de fort, c'est indépendant financièrement à 18 ans, forcément que ça met une calotte quand on voit ça, quoi. C'est ça, puis en plus là avec le séminaire, moi j'ai encore senti un gapage de fou qui s'est fait. Parce que du coup on en a parlé de tout ça plus précisément du storytelling, l'art de se vendre, vraiment les mécanismes de vente, gérer son patrimoine, etc. Et même moi ça m'a encore mis une grosse claque. Parce que j'ai encore découvert plein de choses et j'ai encore plus découvert de nouvelles rencontres. Ouais. Toutes les personnes que je connaissais pas ici au séminaire, de me dire ah ouais là en fait il y a vraiment quelque chose à travailler, mais encore plus parce que encore jusqu'à maintenant c'est toujours OSEF, voilà, au fait, vas-y un site web, je sais pas faire un site web, je vais apprendre parce que déjà en amont j'avais appris à faire du graphisme, appris à faire du copywriting, et le fait d'avoir grandi aussi dans Instagram, etc., ça m'a donné une aisance à utiliser tous les logiciels un peu comme ça. Puis pour peu qu'on se forme un petit peu à côté, qu'on achète une formation, qu'on regarde des vidéos YouTube, c'est super simple à faire. Et c'est là aussi que je me rends compte que travailler son storytelling, travailler tout ça, c'est une des clés en fait. Et que ouais, moi c'est toujours ça, c'est OSEF, j'apprends ça, ok, je le mets en place, ah bah ça marche, bon bah ok. Tu vois. Il y a une chose qui m'a marqué dans la semaine qu'on a passée ensemble, on a beaucoup discuté, c'est que des fois tu as une grande mesure du temps. Tu sais, je dis toujours que le temps c'est notre actif le plus précieux. Et c'est ce qui nous différencie de... C'est vraiment une évolution de pensée. Au début, quand on travaille, on pense que notre actif le plus précieux, c'est l'argent, parce que ça va nous permettre d'acheter une maison, d'acheter une voiture. Et en fait, quand on avance, alors parfois en âge, c'est pour ça que je veux te parler de ça, ou quand on avance dans sa culture financière, on se rend compte qu'en fait, l'argent, il est partout, il est abondant, et quelque part, tu en es la preuve, vu l'évolution de tes revenus, mais que notre actif le plus précieux, ce qui passe et ce qu'on ne peut pas refaire quoi qu'il arrive, c'est notre temps. Parce que si on a perdu 1 heure à faire de la merde, l'heure elle est perdue. Et si on passe une année de sa vie à végéter et à ne pas avoir de projet, cette année on la retrouvera jamais. Et toi, tu m'as beaucoup fait cette réflexion de me dire, Tony, je me rends compte que le temps passe vite, que le temps passe vite. Qu'est-ce que c'est ton rapport au temps justement ? Qu'il faut vivre. Et il faut faire des expériences. Et là, encore plus avec le séminaire, je m'en suis rendu compte, du coup, j'ai booké 3 autres voyages dans la semaine. Je me suis dit, ok, non, faut voyager, faut faire des trucs, quoi. Et tu traînes pas, puis t'as raison. Hein. Ouais, de ouf. Mais c'est ça, en fait, il faut vivre, et j'ai oublié la question. Non, je te posais la question de ton rapport au temps. Tu m'as dit plusieurs fois, Tony, je trouve que le temps passe vite. J'ai l'impression que le temps passe vite. L'année dernière, j'avais 17 ans. Dans 6 mois, j'en ai 19. Voilà. C'est mon coup de vieux à moi. Tu parles, ouais. Mais en fait, le rapport au temps, je me suis aperçue que très vite, il n'était pas limité, parce que Tony le disait souvent, mais j'en ai pas vraiment pris conscience jusqu'au moment où je me suis retrouvée overbookée de travail. Et où j'avais plus le temps de promener mon chien, ou passer du temps avec mon chéri, ou faire ce que je kiffais. Et quand il fallait commencer à dire non à certaines choses, comme par exemple arrêter le motocross, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi faire des choix, parce que je peux pas faire et de la muscu et de l'haltéro et manger bien et faire une journée par semaine de moto et performer dans mon business et voyager, et que le temps, voilà, vraiment il était limité, et que là, depuis que je suis vraiment à mon compte, que ça passe super vite, quoi. Quand on a la tête dans le guidon, c'est... Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu travailles énormément. Bien sûr, tout ça, ça tombe pas du ciel, et c'est bien de le rappeler. Tu travailles beaucoup. Oui. Et c'est quoi à peu près une journée type pour toi ? À quoi ça ressemble la vie de Léna ? Alors, il y a quelques temps, je t'aurais dit que c'était 12 heures de travail par jour. Ouais. Donc c'était le matin, le soir, la nuit, un peu tout le temps. Et vraiment être à bout du bout physiquement pour s'arrêter. Et maintenant, je dirais que c'est plutôt se lever vers 7h, même si j'aimerais me lever de plus en plus tôt. Mais bon, il faut bien que je dorme à un moment, je suis une grosse dormeuse. Ce serait se lever aux alentours des 7h, entre 7h et 9h, vraiment faire le Miracle Morning, prendre du temps, promener mon chien, faire un vrai petit déj, planifier ma journée, etc. Après, sport,
Donc j'ai pris un créneau de 2 heures de sport pour aller à la muscu, le temps d'y aller, s'entraîner, etc. Ouais. Revenir, il est 10h30, 11h, s'occuper un peu de la maison, parce qu'il faut. Il faut. Préparer un peu le repas, etc. Et l'après-midi, ça va être travail. Donc ça va être soit tout ce qui va être prestation de service, soit travailler sur mes finances, soit bosser sur mes projets à moi, donc livres, formations, site web, etc. Enfin mon propre site web, etc. Ouais. Et les jours où je m'entraîne pas, en général, c'est là où je travaille sur mes projets, parce que du coup, je prends la matinée, puis après l'après-midi, où vraiment je me concentre à fond. Donc il y a des journées, ça va être plus projet, une autre journée, ça va être plus presta, une autre journée, ça va être plus perso. Et s'arrêter vers 19h. Ok. J'essaie de rien mettre après 19h parce que voilà, passer du temps avec mon chéri, faire à manger. Enfin, et moi, c'est vraiment ce truc-là parce que en fait, j'ai eu tout en même temps. Donc l'arrivée de gérer l'entrepreneuriat, etc. et avoir son appart, ça, c'est un truc à la con, tu vois. Mais quand tu commences à rentrer dans la vie active, putain, faut passer l'aspirateur. La vaisselle, ça se fait pas tout seul. Ouais. À manger non plus, ouloulou. Donc ça fait drôle. Bien sûr. T'as tout en même temps. C'est ça, et apprendre à tout gérer. Et c'était compliqué pour moi d'accepter que travailler que 5 heures dans la journée, c'était ok. Ouais. 5 ou 6 heures dans la journée, et quoique 6 heures, ça va. Tu vois, faire une après-midi de 6 heures, faut encaisser. Mais voilà, quand il faut gérer à côté le sport, etc., bah, il n'y a pas le choix, quoi. Il faut prioriser. C'est sûr. Et puis, tu sais, après, on est souvent calé aussi sur... Enfin, alors toi, tu l'as pas vécu, mais quand tu es dans le salariat ou quand tu es dans l'entreprise, bah, tu passes 8 heures par jour au boulot, plus aller les 2 heures de pause à midi, donc tu passes 10 heures. Et quoi qu'il arrive, que tu travailles vite ou lentement, tu vas passer 10 heures au bureau. Donc les gens, ils font rentrer ce qu'ils ont à faire dans 10 heures. Après, quand tu es entrepreneur, enfin, tu le sais, si tu coupes ton téléphone, tu coupes tes notifs, tu te fais des sessions de travail d'une heure et demie. En vrai, quand tu as travaillé pour de vrai, de façon hyper concentrée pendant 6 heures, je sais pas pour toi, mais moi, au bout de 6 heures, j'imprime plus après. Ah ouais, complètement. Ah bah oui, parce qu'en plus, quand on est dans la création, nous, Oui. en fait, notre métier d'entrepreneur, c'est de la création, c'est de la résolution de problèmes. C'est résoudre le problème des gens pour leur vendre une solution, enfin, c'est que de la création. Et ça demande quand même d'avoir un repos et un focus mental. Parce qu'on peut pas... Moi, je sais que pendant un moment, je me surbookais tellement que je faisais que de la merde. J'ai dit en permanence mes clients qui me disaient « Ah, Léna, il y a une faute là. » Après, ce qui est normal, des fois, il y a une faute sur un site, une infographie, je fais pas gaffe. Mais c'était vraiment tout le temps et je sentais que je faisais que de la merde parce que je me mettais trop la tête dans le guidon, je prenais pas un moment pour sortir. Enfin, après, entre-temps, j'ai eu un chien, donc du coup, ça permet de faire vraiment des balades, etc. Ça irait faire du sport. Mais voilà, après, c'est vrai que travailler 6 heures, des fois, ça peut être rentable quand on sait vraiment bien gérer son temps et être vraiment productif. Moi, je sais que typiquement, j'utilise beaucoup le bruit blanc. Oui. C'est quelque chose qui... Moi aussi, je fais ça. Ouais, c'est super efficace. Et je crois que c'est 66% d'efficience mentale en plus. Alors ça, tu vois, je le savais pas, mais tu peux partager ce que c'est, d'utiliser le bruit blanc. Alors, le bruit blanc, c'est quand vous mettez votre radio sur FM, je crois. Ouais. Ça fait chut, comme ça. Et en fait, c'est mettre ça. Donc, au début, les 2 premières minutes, quand on n'a pas l'habitude, ça peut agresser les oreilles. Ouais. Mais en fait, ça te met dans une bulle. Au bout d'un moment, on l'entend plus. Et ça met dans une bulle de focus mental. Ouais. Et je l'ai appris, moi, en faisant la lecture rapide avec By Steve de Transformation. J'ai fait sa formation lecture rapide et mentale. Et en fait, du coup, j'ai appris ce que c'était un haut potentiel avec toi et avec lui. Et un jour, j'en parle à mon père. Il me fait « Oui, moi, je le suis. Donc, tu l'es aussi. » J'ai fait « Ok. » Donc, c'est pour ça que ça arrête pas de bouger là-haut. Il me fait « Oui. » J'ai fait « Ok. » Et donc, en fait, utiliser le bruit blanc... Utiliser le bruit blanc, ça calme beaucoup le cerveau. Et faire du pomodoro aussi, donc faire 25 minutes à fond, puis 5 minutes de repos, faire des sessions de 30 minutes comme ça marche très bien. Jusqu'à 4 heures, à peu près 4 heures de pomodoro, ça marche très très bien. Pomodoro, ça veut dire tomate en je sais plus quelle langue, je crois. C'est en espagnol, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois. Et je sais pas pourquoi ça s'appelle la technique de la tomate, mais... Parce que tu sais, c'est les petits minuteurs tomates que tu tournes là quand tu fais cuire. C'est pour ça. Ah putain. Ah ouais, putain, j'avais pas du tout la ref, mais oui, en effet, ça marche. Donc voilà, faire ça, bruit blanc, pomodoro, et vraiment pouvoir se mettre dans un focus et vraiment détailler ses tâches court, moyen, long terme, c'est-à-dire dans tant de temps, ma vision 1 an, il faut avoir écrit mon livre, sortir ma formation, machin. En 6 mois, du coup, dans les 6 prochains mois, il faut que je fasse ça. Ça marche aussi pour l'IMO, par exemple. Je veux avoir 1 million de patrimoine à 20 ans.
Ok, c'est dit. Voilà. En 6 mois, je dois avoir fait ça. En 1 an, je dois avoir fait ça. En 1 mois, je dois avoir fait ça en une semaine, puis en une journée, puis en 1 heure. Et en fait, c'est vraiment prendre l'inverse. En fait, des fois, on se dit oui, Ouais. dans l'heure, je dois faire ça. Mais par contre, l'heure après, je dois faire ça. Et la journée, et en fait, on est dans le flou. Alors que quand on va dans l'inverse, qu'on met des objectifs long terme, puis moyen terme, puis court terme, et bah, c'est beaucoup plus facile de faire avec tous les aspects de sa vie. Parce que c'est pas facile, tu vois, des Ouais. fois, d'avoir à tout gérer en même temps, la perso, le sport, l'IMO, l'investissement, les ETF, la presta, enfin, c'est Ouais, une vision globale. c'est ce qui s'appelle la stratégie des petits pas. Oui. Et tu vois, il y a le dernier podcast que j'ai fait, c'était un podcast sur l'auteur Paul Václavic, donc qui vient tu vois, de l'école de Palo Alto en Californie, et où justement il expliquait que pour résoudre les problèmes, il faut utiliser cette méthode des petits pas, partir de l'objectif qu'on veut atteindre et le décomposer en plein de sous-objectifs. Et il y a un livre excellent que je recommande dans mon podcast tout le temps, c'est La technique du succès de André Muller, qui reprend aussi les mêmes principes en fait, de découper ses objectifs, et c'est sûr que c'est comme ça qu'on les atteint. C'est vraiment top. Oh, j'ai une autre question, ma petite Léna, parce Dis-moi. que tu vois, moi j'enseigne à mes enfants, enfin en tout cas j'enseigne. J'essaye de leur faire passer le message que plus tard elles peuvent choisir, tu vois, le métier qu'elles ont envie et qui leur rapportera, tu vois, leur argent pour vivre au quotidien justement. Elles feront ce qu'elles voudront, mais qu'il faut être investisseur. Quoi qu'il arrive, il faut être investisseur pour se créer des revenus passifs et justement pouvoir faire le métier qu'on aime en ayant de l'argent qui remplit automatiquement le frigo. Donc pour ça, il y a plein de méthodes. Il y a la bourse, comme on a vu, avec les ETF par exemple. Il y a investir dans l'immobilier, il y a investir dans la crypto. Mais, enfin, ça c'est mon credo, mais quoi qu'il arrive, tout le monde devrait être investisseur. Et c'est ce qui permet, voilà, le jour où on n'a plus envie de faire un taf, de le quitter du jour au lendemain si on a envie, parce que à côté, on a des revenus passifs qui font que, quoi qu'il arrive, le frigo se remplit tout seul. Et toi, donc, tu es indépendante financièrement aujourd'hui parce que justement, tu travailles beaucoup. Et c'est ça qui te permet d'avoir cette indépendance. Tu dépends que de toi, tu n'as pas de patron. Mais tu as aussi ce côté, forcément, investisseuse où tu développes des revenus passifs à côté. Donc, tu disais que tu avais mis en place, tu parlais de formation. Mhm. Donc, tu en avais déjà fait une? Ouais, donc j'ai une formation là aujourd'hui sur la formation s'appelle Branding Expert pour l'instant. Ouais. C'est vraiment créer les bases du branding personnel pour communiquer sur les réseaux, mais c'est vrai que je communique pas trop dessus. C'est pas très très bien. Mais voilà, ça fait partie des revenus passifs. Et quand on est sur le web, créer de la formation, avoir un livre, un e-book ou un produit, même en dropshipping, même si le dropshipping, moi je suis pas fan parce que Ouais. c'est pas trop long terme. Je suis d'accord avec toi. En fait, avoir des revenus passifs, Ouais. c'est la clé de la liberté, parce que je sais que moi, mon objectif à terme, ça va être de vraiment pacifier tout ce que je fais, même si je suis toujours passionnée. Il y a certains projets que je pourrais pas lâcher, comme faire les vlogs avec toi. C'est pas ce qui me rapporte le plus d'argent. Enfin, mais il y a quand même le côté passion. Si un jour tu peux plus. Hein. Non, mais tu vois, c'est important pour moi de garder quand même certains projets par passion. Ouais. Et je sais qu'à terme, accompagner des entrepreneurs de A à Z depuis... Vraiment, le pitch, c'est ça. Le pitch de mes futurs programmes, de mes futurs accompagnements, c'est partir de l'idée à la première vente. Ouais. Et moi, je m'occupe de tout ce qu'il y a entre. Et je sais que passer par l'IMO, etc., de 1, c'est quelque chose que j'adore, et de 2, c'est quelque chose qui est indispensable. Parce que même que ce soit du revenu passif par les ventes d'internet, du revenu passif par des ETF ou de la bourse, il faut faire feu de tout bois. C'est ce que vous avez dit dans Global Invest, c'est ce que vous avez encore dit en séminaire. Et c'est que je sais que là, je suis jeune, j'ai 18 ans, et j'ai encore quelques années où je peux trimer comme une malade, mais je sais qu'au bout d'un moment, il va falloir que je ralentisse. Et je sais que moi, c'est par période aussi, il y a des périodes où je sens que j'ai besoin et l'envie de travailler beaucoup. Mais là, comme au Maroc et un petit peu avant de venir, je sentais que j'avais besoin de souffler un petit peu. Et je sais que je pourrais pas tenir ce rythme de tête dans le guidon pendant des années. Je vois que mon papa, qui est entrepreneur, a toujours fait ça, n'a jamais su s'arrêter et a toujours été à fond. Et je me dis que dans quelques années, j'aimerais bien pouvoir me dire je souffle et je dis non à certaines prestations ou vraiment me concentrer sur le fond et travailler avec certains, pas beaucoup d'entrepreneurs, mais vraiment faire quelque chose qui soit complet. Et en plus d'avoir mes revenus à côté, parce que c'est vrai que
Par contre, le business internet, la prestation de service, c'est un levier extrêmement intéressant quand on commence à être indépendant parce qu'on peut pas toujours tout de suite investir. Moi, je sais que par exemple, il faut avoir de l'argent pour investir. Bah c'est ça. Moi, je sais que par exemple, pour l'instant, je peux pas trop emprunter parce que je suis en auto-entrepreneur. Ouais. Donc, même si je peux m'associer avec mon papa ou mon compagnon, etc. En auto-entrepreneur, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais je sais que par exemple, à l'inverse, je peux faire du gros cash. Je peux me sortir 10 000 balles en un mois et coffrer. Donc après, c'est mettre en place une stratégie de bourse. Donc j'ai un peu en compte titre, un peu en ETF, un peu d'obligations. Et plus ça, même si c'est un début de mise en place de l'écosystème, j'ai que 300 ou 400 euros à droite à gauche, 500. Et au final, ça fait quand même un petit patrimoine, tu vois, ça fait un peu d'argent de côté. Mais c'est quand même si je sais que j'ai pas énormément pour l'instant de volume à mettre sur chaque support, bah, je vais avoir par exemple 2000 balles sur mon compte de titre, je vais avoir 1000 euros sur mon assurance vie, 1000 euros sur mon PEA. Et c'est vraiment, après, avoir la vision long terme et se dire, voilà, tous les mois, je mets tant de côté. Après, je mets sur mon livret, mais par contre, j'investis dans des voyages, j'investis dans du matériel, etc. Et c'est voilà, faire feu de tout bois. Et là, par exemple, j'ai la super révolution, ça a été la sous-loc. Ouais. Je me dis, mais c'est génial, en fait, t'as pas besoin d'emprunter, tu fais ton CV d'investisseur, tu capitalises, tu crées de la valeur. Ouais. T'es pas propriétaire, mais au moins tu crées de la valeur. Et ça permet d'avoir quand même un pied à l'étrier dans l'immobilier. Ouais, la sous-location, ça consiste à louer un appartement à un propriétaire et nous le reproposer à la location courte durée. Donc ça permet de dégager un excédent de trésorerie forcément entre les deux. Et même si l'immobilier n'est pas à nous, quand on est bloqué et qu'on ne peut plus emprunter, c'est une super stratégie pour continuer d'investir, quoi. Et puis en parlant avec Romain qui est banquier, il m'a dit, mais tu sais quoi, tu montes ta boîte, hein. Oui, allô, Jujucos. On va monter une sous-loc et c'est une société, parce que c'est professionnel, c'est un bail pro, etc. Se construire l'apport pour de futurs biens. Bien et sûr. Ne pas toucher à ça. Et puis aussi créer de la charge. Quand par exemple, moi, jusqu'à présent, quand je m'achète un Mac ou un iPad, etc., c'est pas de la charge, quoi. Je le paye de ma poche, je récupère pas la TVA, rien. Donc avoir une société qui détient de l'immobilier, une société foncière, en plus de sa société, comme on en a parlé, de production, c'est intéressant parce que par exemple, on peut créer de la charge et défiscaliser un maximum sur cette boîte-là, et en plus de se créer un apport pour un immeuble ou pour une future affaire qui soit potentiellement intéressante. Et c'est pour ça qu'il faut être un peu sur tous les fronts. Et c'est ça qui est compliqué un peu à gérer au début, c'est qu'il y a une partie de business en ligne qui me permet de faire du gros cash, mais même si je veux encore mon temps, ça permet de faire du gros cash. D'un autre côté, le passif qui commence à se mettre tranquillou en place avec la formation, un livre, nos projets en association qui arrivent. Oui, on a un projet avec Léna et Benjamin, tous les trois, qui arrive justement, qui te créera aussi des revenus passifs, mais surtout un projet qu'on a vraiment fait avec le cœur. Exactement. Et aujourd'hui, on ne peut pas trop en parler parce que c'est une chouette idée et on n'a pas envie de se la faire piquer. Donc, même si déjà, là, il y a quelques moments, on a eu chaud là. Ouais, il y a des gens qui en parlent déjà. Mais voilà, une belle chose qui va arriver, qu'on a hâte de vous proposer. Avant l'été, peut-être. On devrait y arriver. Très bien. On va trimer, voilà. Mais on va y arriver avant l'été. On va y arriver avant l'été. Et on vous proposera ça. Mais oui, comme tu dis, mais tu me fais... Enfin, il faut que je te dise, tu me fais halluciner. Hein. Même là, de discuter avec toi... je vois qu'on a fait des présentations tous les matins en fait pendant ce mastermind. Donc vous avez de la boxe du MMA, grosso modo de la boxe les après-midi et de l'entrepreneuriat le matin. On faisait des présentations et t'as tout retenu en fait. Hein. T'as tout bien écouté, t'as tout retenu. Oui. Mind mapping, ça c'est ce qui marche le mieux pour apprendre. Mais ouais, c'est ouf. Et encore bravo à toi. Enfin, faut que je te le dise quand même. Merci. Il voit pas la tête que je fais, mais je suis gênée. Elle fait une tête timide. Je vais te poser quelques petites questions. Qu'est-ce qui manque, selon toi qui coaches aussi des gens d'une certaine manière, parce que tu les accompagnes, qu'est-ce qui leur manque, d'après toi, pour passer à l'action ? C'est quoi le truc qui fait que, tu vois, ça pinaille et qu'ils y vont pas ? Arrêter de réfléchir. Pour toi, c'est ça ? Ah, mais sans hésiter. Alors oui, non, mais attends, faut que je réfléchisse, payer la compta, et attends, mais le produit, c'est pas encore sûr, je me construis une communauté, mais je sais pas encore quand... Mais fais commence, parce que tu perds du temps. Yann, il m'a dit un truc qui m'a tilté.
commencer parce que là, tu es en train de perdre de l'argent. Commence, Ouais. là, tu es déjà en train de perdre de l'argent depuis des années, des mois, des jours, etc. Chaque jour qui passe à ne pas commencer à construire sa communauté, écrire sa formation, faire créer ses revenus, tout ce que vous voulez, c'est une journée où vous perdez de l'argent. Ouais. Et encore plus au long terme parce qu'après, c'est exponentiel. C'est sûr. Et que ce soit dans le business en ligne ou dans n'importe quoi. Et ici, on a des collègues qui se reconnaîtront et que c'est avec une grande affection, mais qui ont mon âge et qui ont du mal à passer à l'action et qui disent tous les jours ah mais je devrais, et qui sont au mastermind et qui me disent là je vais y aller et qui ont besoin de ce déclic. C'est vrai que c'est difficile et moi le premier, quand je dis ça, c'est avec bienveillance parce que moi j'étais indépendant financièrement, vraiment, avec des revenus qui couvraient largement mes salaires 3 ans avant de lâcher mon taf. Donc, et j'ai mis 3 ans à le lâcher et 3 ans à avancer, donc c'est quand même difficile. Mais voilà, arrêter de réfléchir et se lancer. Et franchement, t'as raison, parce que moi, c'est le jour où j'ai dit, allez, fuck maintenant, j'arrête de réfléchir, on verra bien, je Osef. lâche. Voilà, Osef. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Et tiens, c'est une question qui est corrélée à ça, mais est-ce que tu penses que ça demande du courage d'être qui on est réellement ? Ouais, beaucoup. Beaucoup. C'est pas facile. Elle me met en inconfort cette question. C'est ce que ça t'a demandé, tu penses, tu vois, parce que quand tous tes profs, par exemple, te disaient que tu n'y arriverais pas et que tu ferais rien de ta vie, aujourd'hui, tu vas répéter ça à quelqu'un de mon âge, moi je vais rire, parce que je le sais, mais à quelqu'un de 18 ans, tu vois, quand tu es en pleine construction, enfin 17 ans à l'époque, ça t'a demandé, je veux dire, ta force de caractère, elle était naturelle ou comment ça s'est passé ? Non, pas vraiment. On va dire que avant mon lycée, j'étais quand même une jeune fille qui était assez fragile quand même. Ouais. Il fallait pas émotionnellement me brusquer, etc. Je me suis fait harceler au collège, etc. Et je l'ai quand même très très mal vécu. Ok. Et en fait, ça a fait que c'est monté mon année de 5e en gros. 4e, 3e, c'était encore très très compliqué. On a l'étendage qui se casse la figure. Ouais, parce qu'on est au Maroc, donc oui, vous allez entendre chanter les petits oiseaux, vous allez entendre claquer les portes. On a du mal à trouver un endroit où il n'y a pas de vent et du calme, parce que Essaouira, c'est du vent. Ouais. Excuse-moi, Léna, vas-y. Pas de soucis, on s'est regardé. Le truc qui tombe. Et en fait, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de temps à me reconstruire. Après, j'avais des événements familiaux, etc., un peu compliqués avec mes parents qui s'est séparés. J'avais vraiment 2 visions qui étaient complètes. J'avais vraiment d'un côté le salariat, mais le rat race, et de l'autre côté le côté un peu plus indépendant. Et en fait, ça m'a très tôt, pas obligée à choisir, mais montré vraiment les deux penchants de la vie en fait. Soit est-ce qu'on travaille pour un patron et on se fait chier, etc., on a des horaires, soit de l'autre côté on est un peu plus indépendant. Donc ça m'a aussi donné 2 versions de la vie qui étaient très différentes. Le fait que voilà, je me sois fait harceler, maintenant j'y pense plus du tout. J'ai l'impression de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Okay. Mais c'est vrai que pendant très longtemps j'étais une jeune fille qui était assez fragile. Je comprenais pas les gens qui étaient méchants, donc des fois moi je pouvais raconter un truc, je parle ça, j'étais petite, un truc qui m'enchantait, etc. Et les autres enfants dans la cour, oh mais on s'en fout. Alors, moi ça me choquait. Donc la méchanceté des gens, ça m'a toujours très choquée, très très fort. Et en fait j'étais assez fragile, voilà. Je comprenais pas, etc. Donc je pense que c'est un peu le côté HP. Ouais. Le quotient émotionnel très haut. J'étais une éponge, je comprenais rien. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait être têtu. Et c'est un trait de caractère, chez moi, je suis têtue. C'est chiant, des fois, pour mes proches, ils vont me dire c'est chiant. Mais alors que là, c'est présenté du bon côté, mais en vrai, ça peut aussi être un défaut. Mais c'est vrai, c'est ça, au bout d'un moment, se dire, il faut y aller. Et puis c'est parce que j'ai eu des exemples dans ma vie qui m'ont aussi permis de me dire, on le fait. Mais la force de caractère, moi, de base, j'étais bien au contraire, mais vraiment au strict opposé d'avoir une force de caractère. J'étais toute gentille, toute douce, même encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je suis gentille. Hey, boxe, là, boxe. Mets-moi une droite. Non, je suis gentille. Mais tu vois, mais en tout cas, c'est super intéressant ce que tu dis. Mais oui, effectivement, être soi-même, ça demande un moment, un peu de courage, quoi. Et il faut pas lâcher parce que ça vaut vraiment le coup. C'est ça. Il y a une question que j'adore poser et que je pose à toutes les personnes que je reçois dans le podcast. Tu vois, moi, il y a eu une fois, je m'en souviens, après, j'avais mon indépendance financière
je venais de lâcher mon travail. Et un matin, j'ai emmené mes enfants à l'école. Et je m'en souviens avoir posé ma fille et partir et voir les montagnes au loin, tu vois, et me dire que j'avais toute ma journée pour moi et vraiment réaliser que j'avais atteint ce que je voulais et me sentir libre. Et tu vois, c'est le moment où je me suis senti le plus libre de ma vie. C'est pas à l'autre bout du monde, sur un catamaran. C'était vraiment juste dans le quotidien de me dire, je suis libre. Et est-ce que toi, tu as un moment à nous partager comme ça, le moment de ta vie où tu t'es senti le plus libre? Je pense que c'était cette semaine. C'est vrai? En vrai, ouais, parce que t'as aussi le côté sortir du quotidien. Ouais. Et en fait, me rendre compte que, en me comparant, c'est pas péjorativement, mais en me comparant aux autres, en me voyant là où je suis, je me suis rendu compte qu'en fait, intérieurement, j'avais quand même encore des blocages à me dire non, faut que je fasse, il faut. C'est ça en fait. Il faut que je fasse ça, je dois faire ça, il faut. Et en fait, de me dire non, en fait, je suis pas obligée. Ouais. Et en fait, c'est make it easy, je pense que je vais me le faire tatouer. Non, mais je te jure. Et de rendre les choses simples, en fait, des fois, même dans le relationnel, je me prends la tête, machin, et lui, il va penser ça. Alors que, juste, en fait, simplexifier les choses. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais libre quand j'ai vu à quel point le voyage était bien. Quand je t'ai dit, ouais, c'est quand le prochain voyage? Moto? Ok, je rentre, je passe mon permis, je m'achète une moto et je pars avec vous. Et là, je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, il y a un gap. C'est juste ça. Tu sais, j'ai fait un podcast entier. Je ne sais pas si tu l'avais écouté, mais sur la différence entre simple et facile. Et que tu vois que les choses peuvent ne pas être faciles parce qu'elles demandent des efforts. Mais quand tu as un plan simple, un plan qui n'est pas compliqué, tu vois. Et la vie, elle est simple en fait. Elle peut être simple. Il faut juste décider. C'est l'histoire du verre à moitié plein ou verre à moitié vide. Voir les choses de façon simple. C'est ça, c'est simplexifier tout. Mais c'est pas facile, hein. J'aurais dit simplifier. Simplexifier. Tu l'as inventé. C'est dans la formation de Steve. Ah bon, j'ai rien dit alors. Du coup, moi, ça m'est resté, mais ça fait rire souvent. C'est vrai que c'est un drôle de concept. Ouais. Mais c'est vrai que faire que les choses soient simples, c'est pas toujours facile parce que des fois, dans la tête dans le guidon, les émotions, tout, en fait, ça fait que il y a un brouhaha en fait mental et que on rend tout difficile alors qu'en vrai. Non, c'est facile, il faut juste pas se prendre la tête. Mais moi, je le vois, par exemple, des fois avec mon conjoint, des fois, je me prends la tête, machin. Je suis dans le fait d'être dans le quotidien. Des fois, je peux l'envoyer balader alors que c'est pas voulu, en fait. Et des fois, moi, je sais que c'est lui qui prend tout parce qu'il vit avec moi. Et que des fois, en fait, juste le fait de dire, ok, mais ça peut être des trucs à la con, tu vois. Ouais, je pars faire ça. Ah ouais, mais moi, j'avais prévu ça. Là. Et en fait, ouais, tranquille. Et c'est ça aussi que je me suis rendu compte, c'est c'est surtout dans le côté relationnel qu'on peut choisir de simplifier les choses ou de les rendre compliquées. Ouais, complètement. Ça me fait penser au podcast que j'ai fait la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez écouter le dernier podcast, qui est sur justement ce livre de Paul Václavic, qui est faire soi-même son propre malheur, tu vois. Et justement, il part du principe qu'à l'époque où il avait fait ce livre, c'était dans les années 80, alors c'est il y a 1000 ans, mais il y avait beaucoup de livres de développement personnel qui sortaient, et lui, il a fait un livre un peu parodique. Tu vois, tous les livres expliquaient comment être heureux, et lui, il expliquait comment être malheureux. Et tu te rends compte qu'il y a des gens autour de nous qui sont hyper doués pour se pourrir la vie, en fait. Et nous aussi, si on n'y prend pas garde, tu vois, parfois, tu es de mauvaise humeur, et tu te rends compte que tu vois les choses négativement, alors que tu pourrais les voir autrement, quoi. Ah, moi, ça m'arrive encore d'avoir des journées comme ça où je me pourris toute seule. Ça m'arrive aussi, je te rassure. Ouais. Moi, je me rappelle, des fois, je suis contente, je suis ça va? Je me dis non, ça va pas, et tous les deux, tu sais, des fois, ouais, moi aussi, j'ai passé une journée de merde, des fois, ça arrive. Et c'est ça aussi, c'est que là, dans le podcast, on présente tout, pas tout blanc, mais je veux dire, moi aussi, il y a des jours où je suis au bout de ma vie, j'en ai marre et tout. Lui, il me fait chier. Mais... Et t'as raison, et enfin, tu vois, c'est ce que je veux dire aussi, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais tu travailles beaucoup, on n'a rien sans rien. Hein. Et tu vois, aujourd'hui, peut-être que c'est sûr que tu regardes le truc sur Instagram, on est au Maroc, on est ici, on est là. Moi aussi, j'ai travaillé cette semaine, tu vois, j'ai travaillé 3 heures tous les matins pour faire des présentations, que je sois motivé ou pas le matin, fatigué ou pas, tu vois, au Maroc, j'ai pris un cocard, je crois que je me suis fait fêler une côte aussi. Ben voilà, le matin, j'étais à 9h, je faisais ma présentation avec Yann jusqu'à midi, quoi. Et après, le soir, on rentrait, j'ai aussi mes affaires de marchand de biens qui tournent, et je réponds à mes mails avec la connexion du bled, donc on fait un peu comme on peut.
Mais oui, il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans C'est rien. Ça, c'est Ouais, certain. moi, il y a des jours où je suis stressée comme pas deux parce que il y a tout qui tombe, il y a une presta, il y a un truc à changer. Moi, ça m'est arrivé une fois une sauvegarde qui s'est pas faite, un projet, j'avais pas travaillé 10 heures. Par ça l'a fait sur la page de vente Global Invest. À Ouais. 48 heures de la sortie, un bug, plus rien. Et moi, il y a des moments où je suis au bout de ma vie. En plus, je suis une pleureuse facile. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pleurer, ça fait du bien des fois. Donc, il y a un truc qui va pas, je pleure un coup, c'est bon, c'est fini. Ça va bien. Ouais, c'est ça. Et puis, voilà, c'est pas toujours tout blanc. Moi aussi, des Non. fois, même des fois, financièrement, ça va un peu moins. Et ça me fait chier. Je sais que ça peut me mettre à cran très vite, en fait, parce que je m'habitue à avoir Bien un sûr. certain standing. Et des fois, là, avec mon conjoint, on fait des trucs, des machins. Et là, tu te dis, putain, j'arrive pas à faire tout comme je veux. Donc, des fois, aussi, il y a un côté de légitimité qui reprend le dessus, parce que tu te dis, ouais, je suis entrepreneur, mais des fois, je galère. Parce Bien que sûr. tu essaies de mettre de l'argent de côté, tu essaies de tout faire en même temps. Et tu te dis, mais putain, en vrai, ça me fait chier parce que voilà, j'ai telle valeur, machin, truc, et j'arrive pas. Et en fait, moi, le plus souvent, je suis énervée contre moi-même de pas réussir à être alignée avec tout ce que je veux plutôt qu'avec l'autre. Et des fois, voilà, moi, c'est des sources de stress, c'est des journées où j'en ai marre et tout, où je m'engueule, où je me prends la tête. Enfin, De toute façon, c'est naturel. on l'a dit toute la semaine, l'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes, mais c'est surtout choisir les problèmes qu'on veut résoudre. Et c'est vrai que voilà, vaut mieux choisir de résoudre le problème. Comment je vais faire ça dans les temps pour livrer mon client ou livrer la prestation que mon patron me prend la tête, comment je vais faire pour passer ma journée, quoi. C'est ça. C'est déjà ça. C'est ça, mais déjà, ne serait-ce que de se libérer des contraintes de temps, c'est... Ouais. Moi, je m'en suis rendu compte avec mon conjoint qui est encore salarié. Et je me suis vraiment rendu compte de ça, en fait, en le vivant au quotidien, avoir les fiches de paie, les machins, etc. Et même encore plus là en mastermind, dans le séminaire, dans toutes les personnes qui sont encore dedans, qui exposent leurs problématiques. Là, juste avant, on était en atelier cerveau collectif, il fallait exposer sa plus grande problématique pour y réfléchir ensemble. Et c'est vrai que voir des soucis de salariés, sans que ce soit péjoratif, hein, Oui. quelqu'un qui veut changer de travail, quelqu'un qui se fait prendre pour un con par son patron, c'est vrai que même moi, je me rends compte en fait et je prends maturité là-dessus parce que je savais pas ce que c'était en fait d'être salarié. Ouais. Tu rates pas grand-chose. Enfin, j'abuse, mais... Ou pas. On arrive vers la fin du podcast, ma petite Léna. Déjà. J'ai quelques questions encore à te poser. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qui te fait le plus peur? Tu t'attendais pas à celle-là. Ah, j'y attendais pas celle-là. Tu l'as pas vu venir. Je pense que ce serait de me retrouver toute seule. C'est-à-dire? C'est-à-dire, là aujourd'hui, je me suis posée avec mon compagnon, avec qui ça se passe super bien, avec qui on investit ensemble. Je sais que entrepreneurialement, il est moins avancé, Ok. mais du coup, on partage ça à fond et que lui, justement, il m'aide sur certains aspects que moi j'avais du mal à gérer. Bien sûr. Et par exemple, je sais que sans lui, demain, s'il est plus là, je suis le genre de personne qui peut ne plus dormir de passion et d'idées et de trucs. Et que la dernière semaine où j'étais vraiment toute seule, je m'endormais pas avant 1h du matin et le matin à 5-6h, c'était les yeux ouverts à fond. Et je sais que si demain il est plus là, ben, j'arriverai plus à me poser et avoir vraiment une stabilité. Parce que Ouais. on a ça, je pense, tous les deux, de Mais ne pas savoir s'arrêter. je me reconnais dans ce que tu dis et moi quand je suis pas avec ma compagne justement j'ai tellement d'énergie, tellement de choses, tellement d'idées que pareil ça peut arriver que j'en perde le sommeil, de pas beaucoup dormir et oui forcément quand tu es avec quelqu'un avec qui tu partages le quotidien, que tu aimes et avec qui ça se passe bien, bah, ça te canalise aussi. Ouais. Et moi je sais que bah, forcément je suis meilleur depuis que je suis avec ma compagne que je l'étais pas avant, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Puis ça aussi, au quotidien, moi je trouve que la solitude, c'est quelque chose qui est extrêmement facile parce que t'as pas de vague émotionnelle, t'as personne pour venir t'embêter, te dire. Alors que vivre, que ce soit en couple, avec ses parents, etc., c'est plus engageant parce que du coup, Ouais. il y a quelqu'un qui va influer dans ce que tu fais, etc. Et moi, c'est vraiment le côté émotionnel. Je me rappelle que émotionnellement, j'étais beaucoup plus stable quand j'étais toute seule. Mais par contre, c'était des fois quand c'était le désastre, bah, c'était le désastre. Ouais. Et vraiment, ouais, ma plus grande peur, c'est de me retrouver toute seule. Et demain, si après une séparation, ça arrive, mais ça va pas arriver. Mais je sais que demain, si je me retrouve toute seule à devoir être, c'est ne plus endormir, ne plus manger. Enfin, ça fait peur. Ou me dire, Puis, je perds mon papa. Ou, il y a un trait, tu as parlé du haut potentiel, mais il y a un trait aussi qui est propre
au potentiel, c'est que voilà, quand on est heureux, on peut être très très heureux. Et les émotions sont souvent décuplées. Quand on est malheureux, on peut être très très malheureux. Ouais. Quand tu rencontreras Quentin, tu lui demanderas, mais je t'assure que des fois, j'en oublie. Je me lève la nuit, je fais des cauchemars à hurler, quoi. Parce que le négatif est extrêmement négatif, au point où tout va mal, la planète s'effondre, et par contre, quand tout est positif, Mais voilà, tu vois, tout va bien. je suis persuadé que c'est aussi ces choses-là qui font qu'on a pu aller chercher à un moment des solutions, parce que quand on est heureux, tout va bien. Mais quand on est malheureux, c'est tellement exacerbé que moi, je sais que j'avais du mal à le vivre, et c'est pour ça que j'ai étudié autant de livres de développement perso, que j'ai fait ce podcast aussi, pour aider les gens, HP ou pas, mais que quand ils sont malheureux ou quand ça va pas, pour les aider, parce que pour moi, c'était une souffrance qui était intolérable en fait. Tu vois, j'ai pas envie de vivre comme ça, quoi. J'ai vécu des moments quand j'étais malheureux, c'est trop, quoi. Et je me dis, je veux pas vivre comme ça, je l'accepte pas, en fait. C'est pour ça que je suis allé beaucoup chercher. Je pense que c'est. Tu vois, on dit toujours c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé, tu vois. Et souvent, aujourd'hui, ton mindset, tu vois, ça n'a pas toujours été comme ça. Les gens ils me disent, ah, mais t'es plein de sagesse et tout. Il y a des moments où ça va pas, hein. Mais tu vois, avant, quand ça allait pas, ça pouvait durer. Ça pouvait parfois durer 4, 5 jours. Aujourd'hui, quand ça va pas, je te dis pas que ça dure. Il y a quelques temps encore, ça pouvait durer 4, 5 heures. Franchement, aujourd'hui, je suis pas loin des 4, 5 minutes, quoi. Tu vois. Ça, c'est l'intelligence aussi émotionnelle. Ça va pas, mais voilà, j'ai mes techniques maintenant. Alors, bien sûr, des choses qui me contrariaient. Hein. Je te parle pas du décès d'un proche, on n'en est pas dans des choses comme ça. Mais des choses qui avant pouvaient me contrarier 4 ou 5 jours, les mêmes choses aujourd'hui me contrarient maximum une demi-heure, maximum, vraiment. Et ça, c'est un truc, moi, par exemple, j'arrive pas encore à faire. Mais c'est Et l'intelligence l'âge, les gars, émotionnelle. aussi, C'est ça, la maturité. J'ai 40 ans, t'en as 18, donc t'as du temps pour ça. Tu veux entendre quelque chose? Tu peux pas être en avance sur tout. Hein. Ouais, t'as le double de mon âge. Ouais. Je dirais pas de gros mots, mais... Je t'embête. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? J'ai 3 petites questions encore pour toi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un de ton âge, justement, qui a 17, 18 ans, quelqu'un qui va passer son bac, par exemple, cette année, qui sait pas trop quoi faire l'année prochaine, qui sait pas trop quelle filière choisir, ou alors, tu vois, comme moi j'aurais pu l'être, qui est passionné, pas passionné par grand-chose, tu vois, juste peut-être passionné, moi j'étais passionné j'avais envie d'être libre, j'avais pas envie d'avoir de patron, mais je savais pas trop quoi faire. Si tu as une passion, Ouais. fais-le. Lâche pas. Et si t'as pas encore trouvé ta passion, teste. Fais plein de choses. Tester jusqu'à trouver les trucs. Et quand t'aimes bien, arrête-toi. Continue à faire ce truc que t'aimes bien. Et puis le jour où ça te passe, ça te passe. Ouais. Mais par contre, quand on aime quelque chose, même si Pierre, Paul, Jacques, papa, maman te demandent de faire une autre étude, etc., monte un business à côté. Ouais. Continue à lire, continue à te renseigner, faire des vidéos. Si t'es passionné d'un sport, fais ce sport. Renseigne-toi à fond, monte un business en ligne. Et pas forcément un business en ligne, mais au moins monter une activité ou un truc autour de ce truc-là. Et un jour, ça va finir par prendre. C'est Orelsan qui disait ça. Je sais plus comment il a formulé. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Exactement. Putain, j'ai plus, mais en gros, lâche pas tant que t'es pas arrivé. Ouais, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, j'ai rien à ajouter. Est-ce que on a beaucoup parlé de bouquins pendant ce podcast. Moi, j'aime bien les bouquins. Si tu avais un livre à conseiller, lequel serait-ce? The Miracle Morning. Hein. Avec quoi tout a commencé. Exactement. T'as vu, c'est ça de la collaboration. C'est quand tu arrives à finir les phrases de l'autre. Ouf. Après, moi, c'est un livre qui est très impactant parce que c'est le premier qui m'a fait mettre le pas dans le développement personnel. Et aujourd'hui, celui qui m'a le plus apporté, parce que j'ai ma routine matinale, c'est ce qui me permet de me canaliser, de me calmer et vraiment de trouver un peu plus mon équilibre. Et même mon compagnon m'a dit, mais je te reconnais plus. T'es amélioré depuis que tu fais ça. Et les embrouilles, les petits trucs du quotidien, par exemple, t'es beaucoup plus calme. Parce que je sais que tu vas prendre une demi-heure pour méditer ou tu vas écrire dans ton journal et après ça va aller mieux. Parce que justement, le fait d'écrire, ça va te prendre du recul. Et en fait, je pense qu'au long terme, The Miracle Morning, c'est le livre qui m'a le plus aidé. Même s'il y en a tellement d'autres. Il y a Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Ouais. Je me rappelle que j'étais en perme, en première, avec ça, que les gens ils me disaient quoi ça. Oh putain. C'est des blagues.
Ouais, bah, c'est un livre qui m'a mis une calotte incroyable. Ouais, moi, ça m'a appris les bases en fait de la vision entrepreneuriale, mais c'est vrai que celui qui m'a vraiment le plus apporté, c'est The Miracle Morning. Nat, Ouais, Nat saura expliquer mieux que nous, mais ouais Nathalie Delpuech sur Instagram, qui maîtrise le Miracle Morning à fond. Et j'ai une dernière question pour toi, et ça c'est plus pour terminer, mais est-ce que tu as une citation ou un mantra que tu te répètes et que tu as envie de partager avec nous? une citation. Bon, il y en a beaucoup, mais là j'en ai aucune qui me vient. Bah, si tu veux que je t'aide un peu, tu nous en as partagé une que j'ai trouvé bien tout à l'heure, make it easy quoi. Rends les choses simples. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et un truc dont on a parlé hier soir, je crois, on a dit c'est pas politiquement correct, mais t'as juste à te baisser pour ramasser le fric. C'est pas politiquement correct, non. C'est pas politiquement correct, mais c'est un peu vrai quand même. C'est pas bien compliqué. On va Ben dire. ouais, alors c'est compliqué pour beaucoup de gens, ça l'était pour moi pendant longtemps. Et en fait, tu te rends compte que quand ta vision elle change et que tu te rends compte que c'est ton temps qui est rare. Et tu vois, moi à 40 ans, je te dis pas que ça m'a mis une claque parce que tu vois, j'ai la barbe blanche depuis que j'ai 33 ans et personne veut me croire quand je disais oui, j'ai 35 ans. Non, tu fais plus. Au moins, tu vois, j'ai la tronche qui va avec mon âge maintenant à 40 ans. Donc, non, mais blague à part, euh, comme j'ai atteint un peu, tu vois, les objectifs que je voulais, moi je suis content aujourd'hui à mon âge et tout. Ben voilà quoi, ça va et j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah, Tu m'as bienvenue au perturbé. club. Ah, tu m'as perturbé. Le mantra, on disait, la citation, make it Oui. easy, et le fric, t'as plus qu'à le ramasser par terre. Voilà. Alors attends, je vais reprendre. Putain, je vais devoir faire un cut, t'y crois? Oh non, mais c'est comme ça. Ah bon, non, on va laisser, attends. Et donc je disais oui, voilà. Et moi j'avais toujours l'impression que c'était l'argent qui était rare et que c'était le temps qui était abondant, tu vois. Et en fait, d'avoir 40 ans, ouais, tu te rends compte que j'ai plus 20 piges. Et tu vois, dû faire du MMA tout l'après-midi, où avant je me prenais des coups dans les côtes, je me relevais direct. À 40 ans, c'est plus compliqué. Et tu te rends compte que le temps il est précieux, que le temps il passe vite, que je profite de mon année de 40 ans parce que l'année prochaine ce sera 41 et quand j'aurai 41, j'aurai plus jamais 40 ans. Et que tu vois, mes enfants, mes filles, elles ont 11 ans et 13 ans et je passe du temps avec elles. La semaine dernière, on a fait l'Italie. Et c'est trop bien et tu te rends compte que voilà, ce temps-là, il est précieux, il ne se rattrape pas. Et oui, effectivement, quand tu es entrepreneur, quand tu sais faire des affaires, tu te rends compte que l'argent, c'est plus un problème après. Et que tu te dis, voilà, j'ai envie de ça, combien ça coûte? Ok, je vais faire telle affaire, je vais faire une affaire de marchand de biens, je vais acheter un appartement de plus, je vais faire construire une maison que je vais revendre et je vais me payer le truc que je veux. Et oui, effectivement, comme tu dis, voilà, il n'y a qu'à se pencher, quoi. C'est ça. Puis à toutes les échelles, parce que là on parle du marchand, etc. C'est un peu plus conséquent. Oui. Mais ça peut être vendre un coaching, 1 heure de Mais bien coaching, sûr. ça peut être. On a tous une plus-value, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et on a tous un domaine Tout dans à lequel fait. on est un peu plus avancé, et ce truc-là on peut le vendre. Déjà vendre un coaching, ça c'est la base en fait. Juste des petites choses comme ça, oui, c'est Exactement. sûr que quand tu vois qu'on a eu des gilets jaunes dans la rue qui ont retourné des villes entières pour réclamer 80 € d'augmentation par mois, par exemple, tu dis que tu peux vendre un coaching, toi, 1 heure, 80 € au minimum, peut-être. C'est sûr que ça remet tout en perspective. Alors, effectivement, c'est peut-être pas politiquement correct, mais bon, on s'en fout en même temps. Ouais, si on faisait dans le politiquement correct, Ouais, on serait peut-être pas là. On serait sûrement pas là. Je vais te laisser le mot de la fin, ma petite Lénouche, si tu veux ajouter quelque chose, si tu as un message à faire passer. Faites les choses avec passion, ne les rendez pas compliquées, et passez à l'action. Et lâchez pas tant que ça marche pas. Bon, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Je te remercie Léna, c'était un vrai plaisir de faire cette interview avec toi. Moi aussi, je suis très contente depuis le temps. Et maintenant on va aller manger. Il est 11h56. C'est ça. Après la matinée de Mastermind, on est mort. Salut à tous. Salut. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura inspiré. Je crois qu'après avoir écouté cet épisode, ça va être compliqué de se trouver des excuses. Donc merci encore beaucoup à toi ma petite Léna de nous rappeler que la valeur n'attend pas le nombre des années et que même quand on est aussi jeune que toi, on peut avoir conscience que le temps est précieux et que la vie passe vite. Alors qu'est-ce qu'on doit dire quand on a plus du double de ton âge? Et donc moi c'est ce que je vais vous souhaiter, de prendre conscience que la vie est courte et que chaque journée est précieuse. Bien trop précieuse pour la gâcher à faire plaisir à tout le monde sauf à vous-même. Et bien trop précieuse pour la passer à réaliser le rêve de quelqu'un d'autre
au lieu d'œuvrer pour réaliser le vôtre. Faites-vous ce cadeau et passez à l'action. Croyez-moi, vous en serez récompensé au-delà de vos espérances. Je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.